Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Chercheurs de valeur. Alors, il ne s'agit pas seulement d'acheter des actions, des fois il faut savoir les vendre. Ça va être le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Xavier. Mais d'abord, comment ça va Xavier? Bah, écoute, ça va super bien, ça va super bien. C'est un très bon sujet, mais c'est aussi un sujet aussi hyper complexe, hein, qu'en vente. Je pense que c'est le plus compliqué. On se fait souvent plaisir en achetant, faut le dire aussi, hein. On n'achète pas des objets, mais on achète des actions. On est un peu excité, c'est sympa, on a découvert une nouvelle valeur ou un bon prix ou peu importe. Et puis qu'en vente, c'est toujours un petit peu compliqué. Tu dirais qu'il y a des règles ou pas? Ou est-ce que tu as beaucoup évolué au fur et à mesure de ta carrière Ah, moi, j'ai beaucoup évolué, évidemment. Oui, oui, beaucoup évolué. Et puis surtout, heu, on en parlera, je pense, mais quand on est professionnel, il y a des règles qui sont différentes et aussi une gestion du risque qui est différente. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses que j'aimerais vérifier, avec toi aujourd'hui, voir si tu es d'accord et puis discuter parce qu'on entend de tout. Enfin, il y a des débats sur Twitter ou autre sur les stop loss, est-ce qu'il faut utiliser ou non? Parce que c'est des méthodes qui paraissent des méthodes de pro, donc souvent on se dit bah, les méthodes de pro, faut les utiliser. Si les pros les utilisent, et puis c'est pas forcément une bonne idée. Donc, mais peut-être pour savoir s'il y a des règles ou non, bah, je vais peut-être commencer par ça, par un disclaimer pour dire que toi et moi, ce qu'on va dire, c'est notre point de vue. Il y a des Mhm. choses qui marcheront pas forcément à vos cas individuels parce que il y a des règles de base ou de sécurité ou de risque ou des règles de bon sens, mais c'est pas pour autant que sur des cas individuels, ça va marcher. C'est plutôt des règles de bon sens Mhm. en général. Et comme toujours, c'est pas une science, ni la Mhm. finance, ni l'économie, ni l'investissement. Donc, il y a peut-être une des règles qui va vous faire vendre quelque chose aujourd'hui à une certaine perte ou un certain gain. Et en regardant dans le rétro dans 2 ans, vous allez vous dire, mais mince, c'est ce podcast qui m'a fait vendre et la valeur a fait 200% Mhm. depuis. Donc, voilà, qu'on soit bien d'accord, on parle de règles générales, hein, qui ne s'adaptent pas forcément à toutes les positions que vous avez en portefeuille. Ça a été ma plus grosse difficulté, ça, au début. C'était de passer des espèces de règles qui ont l'air gravées dans le marbre à la pratique, sachant qu'il y a des règles qui peuvent entrer en contradiction. Parce que Mhm. tu as à la fois des choses du type il faut savoir couper ses pertes, et il y a des choses du type il ne faut pas timer le marché. Donc on se dit, mais dans ce cas-là, est-ce que ça peut exister quelque chose comme un bon moment pour vendre? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier ces règles générales avec la pratique? Au début, j'avais beaucoup de mal à me dépatouiller avec ça, mais c'est l'expérience en fait qui permet de donner un petit peu de densité à ces principes. Mhm. Oui, tout à fait. Ça te va si on se lance dans l'épisode? Ça va, je suis prêt. Alors bah on y va juste après ça. Alors, comment est-ce que tu veux procéder? Moi, j'ai préparé 5 règles. Enfin, c'est pas des règles en fait, c'est 5 leçons que j'ai tirées des fois où j'ai dû vendre des actions. Donc, ça me donne un petit peu comme ça un profil des situations dans lesquelles je pense qu'il faut vendre. Et bah, ça pourrait être intéressant qu'on voit en comparaison de ton expérience qui est peut-être un petit peu plus structurée, si ça fait écho avec des choses que tu peux approfondir ou développer. Oui, très bien, on peut partir là-dessus, peut-être avant, parce que on va beaucoup parler d'investissement, parce que toi, tu investis en bourse, moi, Mhm. j'investis en bourse, donc ça va être le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui sont alors, boursicoteurs pour dire le terme péjoratif, ou traders pour dire le terme un peu plus sexy. Donc, il y avait un horizon de placement qui est beaucoup plus court que bah, le tien, Victor, ou le mien. Et ou certains qui font de l'analyse technique ou autre, et quand on regarde soit le trading court terme, soit l'analyse technique, il y a un mot qui ressort beaucoup pour vendre, c'est le mot stop loss. Mhm. C'est-à-dire un moyen en fait de couper ses pertes rapidement. C'est même tout simplement un ordre, hein, en fait, un ordre qu'on peut donner à son broker, à son courtier, alors qui s'appelle pas stop loss, qui s'appelle techniquement un ordre à seuil de déclenchement ou un ordre à plage de déclenchement. Je pense que ni toi ni moi n'appliquons des stop loss aujourd'hui, mais j'aimerais quand même dire dans quel cas c'est utile, puisqu'on ne va plus en discuter après. C'est utile dans effectivement des cas de trading pur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça doit s'utiliser en trading et pas en investissement? Parce qu'en trading, le but, c'est d'avoir raison rapidement. Le Mhm. but, c'est de limiter au maximum son capital, parce que pour certains traders, c'est leur gagne-pain. Donc, si on n'a plus de capital, on n'a plus de boulot.
Ce qui n'est pas le cas quand on investit en bourse. En bourse, on a le temps, enfin, à long terme, on a la possibilité de perdre la moitié de son portefeuille et c'est pas, enfin, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Et l'autre point du trading, c'est qu'en trading, on est souvent beaucoup moins diversifié qu'en investissement et on n'a pas le temps. Donc, là où ce qui nous protège en investissement long terme, c'est la diversification et c'est le fait que la volatilité, on n'en a rien à faire parce qu'on n'est pas pressé et que même au contraire, la volatilité, on voit ça comme un atout. À court terme, pour un trader, la volatilité, c'est compliqué. Et quand on a 1, 2, 3, 4 positions, c'est pas du tout comme quand on en a 20 ou 30. Donc là, perdre 30%, ça devient pour le coup très compliqué. Des gens qui font du trading uniquement sur le CAC 40, par exemple, et qui prennent uniquement des positions CAC 40 à la hausse ou à la baisse, il ne peut pas perdre 30%. C'est pas possible, en fait. Sinon, il est foutu, encore plus avec de l'effet de levier. Donc, on peut passer ce type d'ordre. Dans certains cas, c'est non seulement autorisé, mais même recommandé. Mais ça ne concerne pas la plupart des investisseurs particuliers. Parce que le gros problème, si vous, en tant que particulier, vous vous faites séduire par cette notion de stop loss et que vous voulez l'utiliser, il va se passer en général deux choses. Soit votre stop loss, vous le mettez trop proche du cours actuel, et en fait, vous allez être automatiquement vendu dès que ça baisse de 2, 3, 4%. Et donc, il faut être clair, hein, 2, 3, 4% de baisse, vous allez vous faire sortir quasiment tout le temps. Donc, en fait, le marché va vous faire vendre à perte 9 fois sur 10. Donc, c'est terrible. Et il y a beaucoup, je vois sur Twitter, des gens qui disent « mes stop loss sont touchés en permanence, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, la solution en général, c'est de dire bah, « je ne mets plus mon stop loss à 2, 3, 5%, je le mets à 10 ou 15%. » Mais là, pour le coup, ça perd toute son utilité. Quelle est l'utilité de mettre un ordre de vente ? Enfin, là, pour le coup, on a le temps de surveiller, etc. Donc, les stop loss, moi, je ne suis pas forcément favorable. Il y a deux autres dangers pour le stop loss. C'est le fait que c'est un ordre, si vous le donnez à votre courtier, un ordre qui est exécuté automatiquement, qui est exécuté de la pire manière, puisqu'en fait, s'il y a une action qui vaut 100, par exemple, et que vous donnez un ordre à seuil de déclenchement à 90 à votre courtier, ce qui va se passer, c'est dès qu'il y a une transaction qui va avoir lieu à 90 ou en dessous, automatiquement, votre ordre va être envoyé sur le marché et l'ordre qui va être envoyé, c'est un ordre au marché, c'est-à-dire un ordre sans prix. Donc un ordre, si le meilleur acheteur est à 89, ça va être à 89, si le meilleur acheteur est à 70, ça va être à 70. Parce qu'il y a un autre risque, c'est qu'il y a un risque de gap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 100, vous mettez un ordre à 90, mais peut-être qu'il va y avoir un gros trou, un gap, un jour à l'ouverture, et que ça va ouvrir à 60, parce qu'il va y avoir une très mauvaise nouvelle sur l'entreprise. Et si ça ouvre en dessous de 90, tous les stop-loss de tout le monde vont être exécutés en même temps à l'ouverture du marché et sans prix. Donc, on peut vraiment avoir des scénarios un peu catastrophes parce que tout d'un coup, le marché va être noyé de ces ordres sans prix qui peuvent faire très mal. Donc, si vous investissez à long terme, je vous donne mon point de vue personnel. Mon point de vue personnel, c'est qu'il faut surveiller ses positions. On va en parler tout le long. Mais les stop-loss, ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai. Donc, je tiens à le mentionner quand même en début d'épisode parce que je sais que certains d'entre vous, sinon, vont dire « Ah, mais je suis frustré. Moi, j'utilise des stop-loss. » Donc, voilà. Je pense que tu n'en utilises pas, Victor. Tu vas nous dire ça. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas fan. Non, mais tu penses que c'est vraiment une tendance de fond? Il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui font des choses beaucoup trop compliquées et qui commencent à utiliser des stratégies qui relèvent plus de professionnels parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont avoir ce petit gain de performance supplémentaire? Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur les marchés qui investissent grâce ou à cause d'influenceurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui croient utiliser des méthodes professionnelles parce qu'ils utilisent de l'analyse technique ou des stop-loss, et qu'en fait, l'analyse technique basique faite par les influenceurs ou les stop-loss, c'est beaucoup... Alors, l'analyse technique, qui est faite par les professionnels n'a rien à voir, c'est des algorithmes de trading qui n'ont rien à voir en termes de complexité avec ce que quelqu'un qui vous trace 3 droites sur un graphique. Et même les stop-loss, la notion de stop-loss est beaucoup plus complexe chez les professionnels. Donc, c'est ça qui est un peu le piège, c'est que bon, tu connais les réseaux sociaux comme moi, hein, il n'y a personne qui
qui te valide que ce que tu dis, c'est bon ou pas bon, ou même que ce que tu Mmh. dis, tu le fais réellement sur ton portefeuille ou autre. C'est la jungle la plus totale. Et je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui se font aveugler et qui utilisent très mal des outils comme les stop-loss, l'effet de levier, l'analyse technique en général, etc. Donc malheureusement, et je pense que les gens qui utilisent ça, ce sont ceux qui ont souvent les plus petits portefeuilles et qui voient parfois la bourse comme un jeu. Donc je pense que ça peut faire de gros dégâts. Je pense que les Mmh. stop-loss peuvent faire de gros dégâts. Mmh. OK, beh, non, je n'utilise pas ça. J'essaie de Ouais. faire le plus simple possible. Je vais te donner la 1re, c'est la première fois que j'ai vendu, et c'est la catégorie en gros, je réalise que je me suis planté. Mhm. Ça, c'est la première catégorie et donc ça évidemment au début ça arrive, assez souvent. Alors une fois c'est de ma faute, une autre fois c'est pas de ma faute. La fois où c'est de ma faute, c'est, que j'avais dans mon portefeuille la boîte que tout le monde avait. Donc j'ai essayé de construire un portefeuille à dividendes et donc j'ai ajouté AT&T dans ce portefeuille à dividendes parce que dividende aristocrate qui a augmenté son dividende depuis plus de 25 ans, qui c'est extrêmement solide, ça distribue comme une horloge, etc. Et donc j'ajoute ça sans trop me poser de questions. Et à cette époque, j'avais pas tellement la notion de cycle de vie des entreprises. Et donc je suis vraiment rentré dans AT&T au moment où ça commençait à être vraiment craignos. Et ça, j'aurais pu le savoir. Ça, j'aurais pu le savoir parce que si j'avais mis le nez un petit peu plus en profondeur dans les finances de l'entreprise, j'aurais vu que le payout ratio était trop élevé, j'aurais vu que la dette était trop élevée, j'aurais vu que les finances de l'entreprise étaient plus ou moins en train de se casser la figure. Et donc je me suis retrouvé avec cette entreprise que je l'avais pas achetée à un mauvais prix, mais annonce du fait que le dividende va être réduit, annonce du fait que l'entreprise va virer la partie finalement qui avait le plus de potentiel de son business, à savoir, je crois que c'est Universal, c'est que AT&T avait une partie qui était consacrée à la création de contenu, aux films, aux services de streaming, etc. Et ils ont décidé de se séparer de cette partie-là du business qui pourtant était intéressante. Et donc on se retrouve avec une boîte uniquement télécom, avec un dividende qui se réduit et avec très peu de potentiel de croissance à l'avenir. Et donc je me suis retrouvé avec cette boîte et j'ai eu la chance qu'à un moment il y a eu une espèce d'annonce de changement de direction et donc le cours est un peu remonté et j'ai profité de ce moment-là pour sortir. Ça c'est de ma faute. C'est parce que je me suis trop laissé influencer par par les influenceurs. Le deuxième cas, je dirais que ce n'est pas de ma faute, c'est Intel. Donc Intel, je suis rentré dedans et là j'avais fait un petit peu plus de travail, j'avais regardé, mais en fait le dividende est extrêmement bien couvert, les finances ont l'air solides, ça dégage extrêmement de cash. Je suis allé sur le site Zone Bourse où il y a une petite section où ils nous donnent les avantages et les inconvénients de la boîte, en tout cas le potentiel et le risque. Et dans la section risque, il y avait marqué aucun. C'est pas tellement les risques, c'est les forces et les faiblesses. Aucune faiblesse n'a été identifiée sur ce business. Et donc je dis bon bah c'est bien. Et donc je commence à rentrer dans la position, je commence à augmenter la position, je commence à la construire juste avant que ça commence à être vraiment le bazar avec Intel, que on se rend compte qu'ils se font manger de plus en plus de parts de marché, ils changent la direction, etc. Et donc je me suis retrouvé à construire une position dans Intel à un assez mauvais moment. Et là en plus je me suis fait avoir 2 fois. C'est que le cours de l'action avait beaucoup remonté quand ils ont changé la direction. On a eu un changement de direction chez Intel, il a une nouvelle vision, on va maintenant on va être les meilleurs des meilleurs, on va être en concurrence avec tout le monde. Le cours remonte et là je me dis ok, changement de tendance, en fait j'ai bien fait de renforcer à la baisse, etc. Et puis après ça repart à la baisse. Il y a des résultats qui sont de plus en plus catastrophiques, ça continue de s'effondrer, et j'ai finalement vendu cette boîte sans faire de plus-value. J'ai pas fait non plus de moins-value, mais coup d'opportunité évidemment, parce que si j'avais mis mon argent dans une entreprise qui était meilleure que ça, et ben je me serais, voilà, j'aurais mieux protégé mon capital. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle je vends une entreprise. C'est j'achète un truc parce que ça a l'air très bien à l'extérieur, et puis au bout d'un moment, je me prends un petit coup du marché où on me dit tiens mais regarde en fait c'est en train de se casser la figure parce que quand on regarde à l'intérieur c'était assez malsain. Et donc là, je vais avoir tendance à essayer de chercher le bon moment pour pouvoir sortir de cette position. Excellent, excellent. Et ça me rappelle pas mal
d'erreurs de ce type que j'ai fait, ou des bien pires, pour prendre des choses qui ont eu lieu dans les 2-3 dernières années. J'avais déjà mentionné le cas ici, mais c'était une société qui s'appelle Align Technology. Pourquoi j'ai fait cette erreur? C'est que j'ai une watchlist. Donc, Mhm. quand j'entends des gens chez Zone Bourse, des influenceurs, peu importe, ou quand je vois une nouvelle bien, ou quand je fais des screeners, quand je mets mes différents critères et qu'il y a une liste de valeurs qui ressort. Donc, en gros, quand voilà, il y a un truc que j'ai envie de suivre, je mets dans ma watchlist. Et j'avais cette valeur qui était dans ma watchlist. Et je ne sais pas, je crois à un moment, voilà, elle perd pas mal, je sais plus, quelques pourcents, peut-être 5-10%, etc. Alors que c'était une valeur très solide avec une super croissance. Et je l'avais pas du tout étudié, cette boîte. Et ce que je fais souvent, c'est que je rentre dedans par petite touche. Donc je mets une petite somme dans cette boîte-là. Et je vais aller vite parce que j'avais déjà raconté, mais je découvre que la boîte est monoproduit, qu'elle a un super produit qui évite les bagues, qui est un tube plastique transparent, enfin qui s'adapte parfaitement aux dents, donc on voit absolument pas que vous avez un appareil dentaire, donc forcément ça cartonne. Mais maintenant j'ai vu que ça a changé, mais à l'époque c'était 98% des ventes. Mhm. Donc je me suis dit, un produit qui représente 98% des ventes, il suffit d'un seul pépin avec un composant qui est cancérogène, n'importe quoi, et la boîte elle est finie. Donc j'ai revendu. Ça, à la limite, c'est ma faute, mais c'est pas très grave. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de mon jeu où j'investis pour suivre, en fait. Voilà. Mhm. Donc ça allait. Mais le pire, des erreurs de débutants, mais de débutants vraiment que je fais, je sais plus il y a combien de temps, peut-être il y a 2-3 ans. Je sais même plus quand c'est, mais il y a Renault qui se prend un gadin, mais comme régulièrement une boîte de ce genre-là, mais qui se prend un gadin. Et puis, ils annoncent, voilà, nouvelle direction, etc. Et en fait, j'en achète. Mais c'est quasi instantané, en fait. Tu sais, c'est ce truc où tu l'as à peine fait et où tu te dis, mais j'aime pas le secteur. Ça va contre mes J'aime pas principes. la boîte. J'aime pas la boîte. Si je regarde les chiffres, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a aucun chiffre. Là, il y a aucune analyse. Si tu veux, c'est le problème aussi de pouvoir passer des ordres sur un smartphone quand tu es n'importe où. Tu vois, tu es à la gare, tu vois un truc que tu peux acheter. Ça, c'est n'importe quoi pour le coup. Et là, autant Align Technology, toutes les valeurs, tous mes chiffres étaient bons, tout matchait, la croissance, la valorisation, les marges de dingue, tout était bon. Là, un business qui est dans un méga trend, enfin tout était coché. Renault, c'était l'inverse. Les chiffres sont totalement pourris. L'automobile non électrique, et Renault, je suis pas sûr que dans le futur ce soit forcément les leaders des nouvelles voitures. Enfin bon, il y a rien qui allait. Une entreprise endettée à mort, Mhm. très française, etc. Enfin bon, mais il y a rien qui allait. Et puis bon, je sais même plus. Dans ces cas-là, je revends quand même assez rapidement. Donc c'est jamais des gros gains ou des grosses pertes. J'attends pas comme toi une nouvelle ou un rebond, parce que sinon tu peux te retrouver à attendre longtemps. Enfin, tu sais, où tu es dans un engrenage. Donc je comprends tout à fait cet aspect. Soit j'ai pas fait le boulot, soit je me suis un peu trompé. Et pour moi, le principal critère qui te fait rendre compte de ça, c'est vraiment la sensation, c'est le gut feeling, comme disent les Ouais, Américains. ouais, Dès que ça baisse, en fait, t'es pas bien. Et pourquoi ouais, t'es pas bien dès que ça baisse? Parce que t'es pas confiant et t'as pas fait le boulot. Quand ouais. une boîte où t'as fait le boulot, où t'es confiant, quand ça baisse, t'es content. Et tu te dis, ouais, je vais peut-être pouvoir en remettre, etc. Si quand ça baisse, t'es mal, c'est Ouais. un gros signe que tu connais pas assez bien la boîte, ou que tu as pris une mauvaise décision. Ouais, c'est très bien vu. Et c'est intéressant ce que tu dis, que toi, tu vas avoir tendance à, quand tu as fait ton jugement et que tu te dis, en fait, j'ai rien à faire dans cette boîte, tu vas sortir. Et moi, je dois pas regarder dans la bonne direction parce que j'arrive pas à vendre en ayant perdu de l'argent. Et je sais qu'en fait, j'ai eu souvent de la chance. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir un peu un ticket de sortie qui me permet de. En fait, je pense que c'est une erreur parce que il y a rien qui justifie en fait de rester dans une aventure qu'on sent que ça va pas dans la bonne direction. Et si on a fait ce travail de se dire, je pense que financièrement cette boîte va pas aller, c'est faire un pari qui est beaucoup trop risqué que de rester dedans. Donc toi, tu fais vraiment comme ça, c'est tu regardes pas tellement la moins-value que t'as, tu regardes pas est-ce que je vais vendre à perte, tu regardes plus, je peux perdre beaucoup plus. En fait, moi, c'est très, 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 très rare que ce soit le prix qui me fasse vendre. Mhm. À la hausse
comme à la baisse. C'est rarement le prix, et c'est la partie que je n'aime pas dans le stop loss, c'est que le stop loss, la seule raison qui nous fait vendre, c'est le prix. Que ce soit justifié, pas justifié, que quelqu'un ait fait une erreur potentiellement et ait mis un gros ordre de vente, qu'une nouvelle soit mal interprétée, peu importe, que ce soit même une super opportunité pour rajouter, c'est le prix qui vous fait vendre. Donc c'est pour ça que le stop loss, il est bien adapté si vous avez une stratégie qui est basée uniquement sur les prix. Donc, par définition, de l'analyse technique. Donc si vous faites, par exemple, du suivi de tendance, vous savez que vous avez un prix qui vous fait sortir. Parce que si vous faites du trend following, si ça baisse, ça veut dire que le trend n'est plus là, la croissance, enfin la tendance n'est plus là, donc c'est normal de sortir. Ça, c'est des cas où j'accepte le stop loss puisque le prix le prix vous donne une bonne indication. De mon côté, le prix me donne une mauvaise indication. Par exemple, toi, dans ton cas d'Intel qui est remonté, tu pourrais presque, et tu as été très fort parce que tu ne l'as pas fait, mais tu pourrais presque te raconter une nouvelle histoire. Et ça, c'est le pire, et ça m'est arrivé plein de fois. Les cas les plus flagrants, c'est tu rentres dans Meta parce que c'est une boîte de croissance, Meta ou Amazon, peu importe, donc tu dis c'est une des plus belles boîtes du monde, machin et tout. Puis après, ça perd 10%, 20%, 30%. Tu te dis, ouais, bon, c'est pas cher, là c'est moins cher, etc. Puis tu te rends compte qu'en fait, la croissance et les chiffres peut-être justifient un peu ces moins 10, moins 20, moins 30. Et puis après, à moins 60, tu dis, ouais, mais maintenant, c'est une boîte value, c'est une boîte décotée. Elle a plus de croissance, mais c'est une boîte décotée. Mais il faut choisir. Tu vois, tu peux toujours trouver des questions, des raisons pour être dans un titre. Et c'est là où je te dis que tu as été fort mentalement, parce que dans une boîte comme Intel, c'est très facile de trouver, ou AT&T, ou peu importe, de trouver des nouvelles raisons pour investir dedans. Parce qu'il y a un biais psychologique qui est le biais de disposition, que je crois, qui fait que quand tu as quelque chose, que ce soit en portefeuille ou dans la main, ou parce qu'on t'a donné un cadeau dans la rue, on t'a fait tenir quelque chose dans la rue, un vendeur te fait tenir un objet ou te fait t'asseoir au volant d'une voiture que tu vas potentiellement acheter, ce biais de disposition fait que quand tu as quelque chose, tu as beaucoup plus de mal à le lâcher que si tu ne l'avais pas. C'est beaucoup plus dur de vendre que de ne pas acheter, en fait. Ouais. Donc c'est compliqué, les décisions que tu as dû prendre. Mais oui, moi, je te confirme, j'ai tendance à ne pas regarder le prix. Ouais, donc c'est là c'est là que j'ai des choses à apprendre et qu'il y a une différence, parce que je vais te donner le deuxième cas dans lequel je vends, et là pour le coup c'est vraiment très orienté prix. C'est ce que j'appelle la catégorie l'offre est trop belle pour refuser. Donc tu vois, c'est les choses du type, c'était des boîtes que je connaissais pas tellement, tu vois. Donc un exemple, c'est une boîte qui s'appelle People's United Financial, qui est aussi un dividende aristocrate américain, donc une petite banque régionale. Et il y a eu un moment une annonce du fait que ça allait être racheté, et ça a vraiment bondi. Le cours a vraiment beaucoup bondi, et j'aimais pas mal cette boîte, hein. C'était une boîte qui effectivement augmentait son dividende de façon régulière, mais je me suis dit jamais j'aurais une appréciation du capital aussi importante que ça. Et j'ai eu le même truc avec Albioma, et ça c'est pareil, c'est une boîte que j'aimais avoir en portefeuille. Donc une boîte qui crée de l'énergie avec de la biomasse, avec de la canne à sucre, avec des résidus de canne à sucre, etc. Et j'aimais beaucoup cette entreprise. Et on apprend qu'elle va être rachetée par une espèce de holding, je pense, un truc que j'ai pas très bien compris. Et pareil, je crois qu'elle fait quelque chose comme 15 ou 20% dans la journée. Et pareil, là je me suis dit, j'aurais pas une appréciation de capital aussi importante que ça, donc je vais sortir de cette position et je vais mettre mon argent ailleurs, dans quelque chose où je me dis, bah là ça va être une histoire un petit peu plus sage. Donc je vais avoir tendance à faire ça. Je vais avoir tendance, quand on me fait une offre comme ça, tiens, je te l'achète 20% de plus, j'ai tendance à céder à ça. Et donc effectivement, même si j'aime bien l'entreprise, je vais avoir tendance à me dire, je pense pas que je pourrais faire ça autant à l'avenir. Tu penses que c'est une erreur de raisonner comme ça? Non, mais là, dans les cas d'offres de rachat, en fait, moi, je trouve pas ça bête, parce qu'après, il y a un nouveau jeu qui rentre. C'est-à-dire que le cours de bourse, il va plus jouer comme basé sur les fondamentaux, par exemple d'Albioma. Il va être basé sur, est-ce que, de mémoire c'est KKR ou je sais plus, est-ce qu'ils vont racheter la boîte ou non. Et donc, c'est un autre... c'est d'autres critères qui rentrent en jeu. Donc moi je trouve ça logique, surtout quand il y a un rachat, et surtout que le rachat il peut ne pas avoir lieu, et après tu peux reperdre ces 20%. Et tu vois, moi mon critère vraiment très 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 important pour vendre, qui est celui qui me fait vendre quasiment tout, peut-être qu'il fait partie de ta liste, et désolé si je spoil un peu, mais c'est, est-ce que mon critère d'achat est toujours respecté ou non.
Mmh. Et par exemple, tu vois, Orpea, donc la fameuse boîte qui gère des EHPAD, enfin bon, on connaît Mmh. le cas, voilà, qui gère de manière catastrophique et qui donne une carotte matin, midi et soir. Enfin bon, l'histoire horrible. Et donc Orpea, quelqu'un qui a investi dans Orpea parce que, et ça se faisait, c'était très à la mode, hein, il y a 5-6 ans, on joue le vieillissement de la population, on joue la silver economy, et des boîtes qui jouent ça, il n'y en a pas tant que ça, donc il y avait des boîtes de santé, et puis les fameuses boîtes type Orpea qui gèrent des maisons de retraite. Et donc c'était une valeur bon père de famille, finalement, que peut-il arriver sur une boîte qui gère des maisons de retraite, finalement, ça paraît Mmh. assez fou. Et donc la boîte, il y a eu le scandale qui est arrivé, la boîte s'est effondrée, et maintenant c'est un autre jeu. C'est plus le même jeu, en fait. C'est plus Mmh. la petite boîte pépère qui gère une maison de retraite. C'est est-ce qu'ils vont vendre, combien vaut l'immobilier s'ils vendent, est-ce qu'ils vont arriver à se refinancer, est-ce qu'ils vont réussir à se refaire une réputation. Donc c'est plus du tout, le game a complètement changé en fait. Et c'est Mmh. et c'est pour ça pour moi qu'il faut plus, même si on peut considérer qu'elle est pas chère aujourd'hui, c'est plus du tout la même thématique, c'est une nouvelle boîte, tu vois. Et Mmh. pour moi, dans les cas de rachat que tu me dis, pour moi, c'est presque comme des nouvelles boîtes dans le sens où c'est plus la banque ou la société d'énergie renouvelable, c'est maintenant, est-ce que le rachat va se faire ou non. Donc, je trouve ça assez logique finalement que tu vendes. Et pour reprendre ton cas initial qui était sur AT&T, c'est le même cas que moi, en fait. Je ne suis pas sûr que tu aies fait vraiment une erreur. C'est que à l'époque où tu as regardé, alors tu aurais pu plus approfondir, mais elle correspondait à tes Ouais. critères un peu rapides. Ok, tu aurais pu voir le payout ratio et tout, mais à l'époque, elle correspondait à tes critères, et puis un an plus tard, ça correspondait plus parce que le dividende baissait et tout. Mais, et à nouveau, je trouve qu'il faut être assez fort psychologiquement euh, pour ne pas être attaché à ces titres et réussir à les vendre. Toi qui as l'air, comme moi, je pense, plutôt attaché à tu vois, qui va vendre au Ouais. minimum. Mais ça, c'est vraiment moi, ce qui m'aide, c'est la notion de coût d'opportunité. C'est vraiment ça qui m'aide. C'est de me dire, en fait, arrête de voir ce que tu risques de perdre, regarde ce que tu pourrais gagner si tu partais dans une autre aventure. C'est Mhm. ça qui m'aide beaucoup. Ouais. Tu sais, tu as mentionné le fait que c'est important de s'assurer que tu es encore aligné avec ta décision de départ. Et tu sais, Mhm. ça, on dit beaucoup, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Il faut avoir une thèse quand on investit. Est-ce que tu as quelque chose d'un petit peu formalisé qui correspond à ta thèse pour chaque position, Oui, un petit oui. document sur lequel... Et Alors, il y a quoi comme élément dedans? Ça ressemble à quoi? moi, j'ai une checklist. J'ai une checklist sur laquelle j'ai passé des heures, des heures, des heures. Je ne la remplis pas. J'adorerais la remplir, hein. C'est un beau fichier Excel et tout. Je peux mettre des croix, machin et tout. Mais je le fais pas. Je ne le fais pas. Mais quand la taille commence à être importante, je m'assure que tout est bon. Mais surtout d'avoir fait l'exercice une fois, si tu veux, je sais maintenant ce que je regarde ou non. Je ne vais pas dire que Ouais. je la connais à peu près par cœur, si tu veux. C'est pas rien de compliqué. C'est toujours les mêmes choses que tout le monde, à part peut-être quelques risques sur lesquels je fais plus attention ou non. Mais là où, pour revenir à ce que tu dis, je mets une étiquette à chaque valeur. Ça, c'est vrai. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de savoir pourquoi je suis dans une boîte. Et il y a vraiment Ouais. des boîtes, je suis dedans pour leur croissance. Il y a des boîtes qu'on appelle GARP, qui sont de la croissance après raisonnable. Donc, si le prix devient plus raisonnable, ou si, enfin, c'est ce lien entre valorisation et croissance qui m'a fait l'acheter. Il y a des boîtes que je considère comme décotées, et je les achète parce qu'elles sont décotées. Il y a des boîtes que j'achète pour être exposées, par exemple, exposées à l'énergie, tu vois, etc. Et ça, c'est très important parce que je sais que toi, on avait parlé de Total à un moment. Je ne sais pas si ça fait Ouais. partie mais tu vois, cet exemple de Total, tu as des gens, c'est une boîte qui s'est effondrée pendant le Covid, qui était à 50, 50-55, elle s'est effondrée autour de 20, 25, 30, voilà. Tu as des gens qui vont l'avoir en portefeuille parce qu'ils ont fait un bon coup, ils l'ont acheté à 25 Ouais. ou 30. Tu as des gens qui l'ont pour le dividende, et tu as des gens qui l'ont, par exemple, moi je l'ai, pour être exposé à l'énergie, au Ouais. prix du pétrole. Et moi qui veux être exposé à l'énergie et au prix du pétrole, même au cours actuel, je ne vais pas la vendre. Quelqu'un qui sera dedans pour le dividende, potentiellement ne va pas la vendre. Mais quelqu'un qui l'aura flagué comme étant j'ai fait un bon coup, je l'ai Ouais. acheté à 30 et elle a quasi doublé, bah lui, et pourtant on est tous dans la même, hein, tu vois, on est tous dans la même boîte.
Et potentiellement, sur la boîte, on peut peut-être que moi, j'aurais fait un coup sur Total il y a 6 ans, et puis aujourd'hui, je l'ai pour une autre raison, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, en tout cas, de mettre une étiquette. Certaines fois, l'étiquette, elle est purement de la diversification. Par exemple, je disais que j'aimais pas le secteur automobile, et c'est vrai, mais j'ai une position en Mercedes dans mon portefeuille qui est là uniquement Mhm. pour des raisons de diversification. Mhm. Euh, j'ai des positions sur la Chine qui sont aussi là pour de la diversification. C'est celle qui souffre le plus, mais je me vois mal Mhm. ne pas être dans des boîtes qui, même si c'est un pays communiste dans lequel il faut être fou pour investir, il y a une partie de mon cerveau qui me dit ça, et il y a l'autre partie qui me dit, mais la Chine, ça va bientôt être la plus grosse économie du monde, il faut quand même que tu sois un petit peu exposé. Ouais. Donc oui, je remplis pas un document pour répondre à ta question, mais j'ai cette thèse, au moins en 2-3 mots, j'ai cette thèse. Je suis très embêté moi pour Total, hein. Et donc c'est effectivement c'est la thèse qui m'aide là-dedans, c'est que j'ai en gros une position d'une cinquantaine d'actions Total que j'ai acheté aux alentours de 29 euros. Mhm. Et donc aujourd'hui, je vois le truc et je me dis, mais c'est quoi cette plus-value de dingue? Mais le truc, c'est que je l'avais pas acheté pour faire un coup. Je l'avais acheté parce que je veux avoir un bon rendement et effectivement une exposition au secteur de l'énergie. Et donc, ce qui me retient de vendre, c'est que, bah voilà, dans ce cas-là, comment est-ce que je fais pour me réexposer au secteur de Exactement. l'énergie mieux que là-dedans? Mhm. C'est ça qui me retient de vendre, mais je suis très embêté. Donc celle-là, j'ai pris la décision de ne pas la vendre parce que j'avais la thèse au départ. Et donc effectivement, moi, la thèse, elle est beaucoup plus basique. C'est vraiment une thèse en termes de profil d'entreprise. J'ai 3 profils d'entreprise dans mon portefeuille. Tu m'apportes de la croissance, tu Mhm. m'apportes un bon mix rendement-croissance, tu m'apportes Mhm. du rendement. Et donc, je peux décider de vendre quand j'ai une entreprise qui s'écarte trop de son profil de départ. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une décision qui était assez difficile. C'était une boîte qui s'appelle Archer Daniels Midland, qui est donc un géant américain dans la production de céréales. Et donc, j'avais une belle position dessus que j'avais acheté, je crois, aux alentours de moins de 50, hein, moins de 50 dollars, et ça a frôlé les 100 dollars. Et donc j'avais cette position et je me suis dit ouais mais là en fait c'est quand même bête c'est quand même bête si tu vends pas parce que là c'est le genre de boîte tu auras pas tellement c'est une boîte qui est mature. C'est une boîte qui est mature qui va enfin de mon point de vue qui va pas chercher tellement plus de croissance que dans ce moment exceptionnel où il y a une espèce de grosse tension avec la guerre en Ukraine autour des céréales et donc je me suis dit vends ça et mets ton argent plutôt là en fait ce que j'ai tendance à faire c'est que quand je me rends compte que je vends une position, je me dis quand même, t'as fait une bêtise. Il y a quand même un moment, t'as fait une erreur d'appréciation pour que ce soit tellement écarté du projet de départ. Et donc, j'ai avoir tendance à réinvestir l'argent dans un ETF pour me dire, ok, tu te punis, tu as fait une erreur de stock picking, donc du coup, tu renforces ta position dans un ETF. Donc, c'est ce que je vais avoir tendance à faire pour essayer un petit peu de me lier les mains et d'éviter de faire trop de choix. Mais voilà, c'est quand j'ai une entreprise qui s'écarte trop de ma thèse de départ, donc une entreprise qui est censée avoir une croissance vraiment tranquille, qui se met à avoir une croissance beaucoup trop importante, je vais avoir tendance à me dire, tu n'auras pas l'opportunité d'avoir des gains aussi importants sur une autre position. Mais pourtant, c'est un succès, là, tu es d'accord? Ça aurait pu. Ouais. Donc, tu peux te dire, bah, c'est un succès, un peu dû. Enfin, c'était pas la thèse que tu jouais, mais c'est arrivé, tant mieux. Donc, tu pourrais le remettre dans ta poche stock picking sans problème. Mais ce qui me gêne, c'est en fait, je suis pas content d'avoir vendu ça parce que le secteur me plaît. Hmm. C'est parce que j'ai pas d'autre exposition à ça. J'ai pas d'autre exposition à la production de céréales qui me semble quand même centrale. Et c'est pas seulement céréales, c'est aussi production d'éthanol à base de. Donc pour moi c'était super intéressant, mais ça commençait à être survalorisé. Donc peut-être que je rentrerai dedans à un prix plus intéressant, mais même ça me gêne. Cette idée de je vends quand c'est haut et puis après je re-rentre à un autre moment, etc. J'aurais l'impression de devenir un trader et d'être moins un investisseur. Donc tu fais des trucs comme ça ou pas? Te dire je Oui, coupe un petit peu ma complètement. Ouais. position et je re-rentre quand c'est un point plus bas. Oui, heureusement, heureusement, parce que sinon, de toute façon, tu vas voir avec le temps que si tu investis pendant 20 ans, 30 ans, l'univers des actions, il n'est pas non plus. Enfin, il est gros, mais si tu veux, tu vas forcément que quelqu'un qui investit depuis 20 ans, 30 ans, à un moment, il a eu du Apple et puis il en est ressorti, il en a eu, ou du LVMH, etc. Tu vois ce que je veux dire? Puis au bout d'un moment, Ouais. quand c'est des boîtes, enfin, moi en tout cas, je raisonne comme ça, quand c'est des boîtes où j'ai fait des allers-retours, puis au final, ça a toujours été
Enfin, tu vois, la boîte ne s'est jamais arrêtée. Enfin, LVMH, c'est le bon exemple. Moi, sur une boîte comme ça qui me surprend, en tout cas depuis des années en bien, maintenant, c'est clair que j'hésite à sortir parce que j'ai eu plus tendance à re-rentrer plus cher que re-rentrer moins cher. Ah, Ou ah. même chose sur Apple, tu vois, mais avec le temps, hein, parce que c'est des boîtes qui ont vraiment super bien performé. Mais je trouve ça normal. Et d'ailleurs, je sais que tu n'es pas un fan de Benjamin Graham, etc. Mais on avait déjà parlé de Mister Market. C'est exactement ça. Mister Market, c'est se dire, je profite de l'euphorie ou de la dépression du marché pour sortir au moment où c'est euphorique sur les céréales et pour re-rentrer au moment où tout le monde dira les céréales, c'est has-been, il n'y a aucune marge dessus, il n'y a rien à faire, etc. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça avec Total? Tu sais, de te dire, là, c'est quand même très important, donc je réduis ma position de moitié et un peu plus tard, je re-rentre moins cher. Parce que là, j'ai pas envie de sortir totalement de l'énergie. Mmh. Mes boîtes énergétiques, c'est une composante en ce moment qui est trop risquée. Parce qu'il y a Mmh. l'Ukraine, mais il n'y a pas que ça. Il y a la transition énergétique, etc. Il y a plein de choses qui fait que, et même, tu vois, un truc tout bête, mais dans nos dépenses quotidiennes. Moi, j'ai toujours un petit peu ça en tête, c'est que Hein, hein. moi, je dépense pour me loger, je dépense pour ma santé, je dépense pour mes loisirs, je dépense un peu en énergie, etc. Et j'ai aussi envie, dans un certain sens, que mon portefeuille représente pas tout, mais en partie ça. Tu vois, en partie le portefeuille moyen. Alors, il y a des plus riches qui ont un portefeuille différent des moins aisés, mais globalement, ça me gêne quand il y a des grosses portions des dépenses comme typiquement l'immobilier. Moi, bon, je trouve que je suis trop exposé en immobilier, mais Hein, si je ne hein. l'étais pas du tout, ça me gênerait. Et l'énergie, c'est un peu pareil. Je me vois mal ne pas être exposé du tout au Mmh. secteur énergétique. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moments où tu vas commencer à scanner ton portefeuille à la recherche de positions à vendre? Ou alors est-ce que c'est une mauvaise pratique de faire ça ou comment Non, tu positionnes par rapport? moi Ouais? je le fais parce que, tu vois, il y a cet aspect aussi en produisant du contenu financier. On Mmh. s'imagine que j'ai tout le temps le nez sur j'ai tout le temps le nez sur mon portefeuille, etc. Puis on voit le truc zone bourse, donc on s'imagine que je suis chez zone bourse avec tu vois, tout le monde 4 avec tous les écrans, écrans, tu sais, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouais, je communique avec zone bourse, heureusement, mais voilà, moi je produis mes vidéos et je suis très très loin de passer beaucoup de temps à suivre mes positions. Et autant je suis plus attentif en période de résultat parce que moi, c'est ma manière de fonctionner. Je regarde mon portefeuille tous les jours pour regarder les variations et c'est ça qui me fait tilter en fait. Un peu comme toi, on en avait déjà discuté. Tu disais, voilà, si je vois moins 5% ou plus 5%, je vais regarder les nouvelles. Moi aussi, je fonctionne Mmh. souvent comme ça. Bon, je lis quand même l'actualité financière tous les jours, etc. Je veux dire, s'il se passe quelque chose, je le vois. Mais j'ai besoin quand même, temps en temps, comme j'ai quand même pas mal de positions, une trentaine de positions, il y en a, je ne vais pas dire que je les oublie, mais tu vois, qui sont un peu de côté. Et surtout, ces petits tickets que j'ai mis, euh, par exemple, qu'est-ce que j'ai? Je crois que ma plus petite position, ça doit être Jacquet Métal, tu vois, un truc comme ça, que j'ai mis parce que elle a été rentrée par, enfin, c'est une des plus grosses positions du fonds Indépendance et Expansion, d'un fonds que j'aime beaucoup, qui Mmh. fait du value sur la France, et donc ça me force un peu à la suivre. Mais c'est une valeur que je ne suis pas plus que ça, tu vois, par exemple. Mmh. Donc oui, il faut que force à, je me force à regarder mes positions. Parce qu'en termes de savoir, sur mes 30 positions, il y a une énorme différence entre mes 10 premières, qui sont mon socle que je connais très très bien, et typiquement celles qui sont à très long terme que je ne veux pas vendre. C'est pour ça que je vais rajouter année après année, etc. Après, celle du milieu, c'est mes convictions, mais sur lesquelles j'ai pas eu le temps de mettre beaucoup plus, ou alors c'est des boîtes plus petites ou plus risquées. Et puis le dernier tiers, c'est celui que je connais moins, en fait. Mmh. Dernier tiers en termes de nombre de boîtes, tu vois. Donc, qui ne représentent pas forcément tant que ça dans mon portefeuille. Et donc, ces boîtes-là, au bout d'un moment, je me dis, soit tu augmentes, soit tu sors. Mais ça ne sert à Ah. rien de garder une trop petite position qui te prend du cerveau parfois, ou tu vois, ou que je suis obligé de regarder. C'est soit tu doubles ou tu triples la position, soit tu t'en débarrasses, quoi. Ouais, je Toi, vois. c'est ce que tu fais. Tu fais aussi, tu regardes tes positions. Pas encore, parce que je suis vraiment en période de construction du portefeuille, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est qu'il y a effectivement des boîtes dans lesquelles j'investis jamais, que j'ai acheté à un moment donné, et si
j'aurais jamais le réflexe de me dire je vais mettre plus d'argent là-dessus. Mhm. Je vais faire grandir cette position. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Mhm. Ça veut dire que je les ai en portefeuille pour de mauvaises raisons et qu'il faudra peut-être se demander est-ce que je vais pas plutôt me focaliser sur les entreprises pour lesquelles j'ai de plus grandes convictions. Et c'est après qu'on en vient, je pense, au fait qu'un portefeuille peut pas être diversifié à l'infini. C'est que il faut avoir pour la diversification les ETF, mais je pense que pour les entreprises qu'on choisit, là l'objectif c'est d'avoir moins de positions et d'entreprises qu'on connaît mieux. Mhm. Est-ce que quand tu ouvres une position, tu as une idée de ce que ça devrait coûter? Parce que je sais que si j'étais sérieux, c'est quelque chose que je devrais faire, mais en vrai, c'est très flou, ma représentation de ce que vaut une entreprise. J'ai un petit peu une idée de est-ce que l'entreprise est saine ou pas financièrement, mais j'ai aucune idée de ce que devrait être son prix aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, alors que je pense que c'est quand même un critère qui doit être important dans la prise de décision. Pour moi, ça fait partie de mes critères clés. Mmh. La valorisation, c'est clair. Donc, mais la valorisation, donc le ratio standard, c'est le PER, Mmh. qui est mieux que rien, on va dire. Après, si tu veux, moi, je regarde pas que ce ratio-là. Je regarde aussi la valeur de l'entreprise sur l'EBITDA, sur le résultat opérationnel, qui est un moyen un petit peu différent de regarder, mais qui prend en compte la dette, on va dire. Et après, ce qui est très important, c'est qu'il y a des entreprises qui ne sont pas chères, mais pour de bonnes raisons. Et il y Ouais. a des entreprises qui sont chères, voilà. Mais après, moi, je me fixe quand même un certain plafond en termes de PER. C'est-à-dire qu'au-delà, peut-être allez, 40, donc une entreprise qui va se payer plus de 40 fois ses bénéfices. Parce que le PER, on se dit, mais qu'est-ce que ça représente quoi? 10, 20, 30, 40. Mais en fait, vous pouvez tout simplement inverser, hein. Donc 20, c'est un vingtième. Un vingtième, c'est 5%. C'est tout simplement, ça veut dire que c'est une entreprise qui a des résultats qui représentent 5% de la capitalisation boursière. On sent, on sent qu'on est pas mal à Ouais. 5%, hein. C'est quand même relativement élevé historiquement. La moyenne est plutôt autour de 15%, 15, d'un PER de 15. Avec des PER de 10, ben là, on est avec des résultats qui représentent 10% de la capitalisation boursière. Donc là, c'est plutôt pas trop cher, on va dire. Donc, en général, les entreprises qui ont un PER de 10 ou en dessous, bah, c'est là où on va retrouver toutes les boîtes automobiles, etc. C'est des boîtes qui n'ont pas beaucoup de croissance, qui sont très endettées. Donc, c'est normal finalement de payer pas Mmh. cher quelque chose qui est très endetté et dont le bénéfice ne monte pas. À l'inverse, c'est logique d'avoir une entreprise qui se paye très cher. Par exemple, je disais 40 fois les bénéfices. Ben, c'est sûr que si c'est à l'époque où Nvidia casse tout, etc., ou des Amazon, elles vont se payer très très cher. Elles vont Mmh. se payer 60 fois, 80 fois, 100 fois les bénéfices. Le Nasdaq en 2000, la moyenne dépassait les 100, un PER de 100. Et encore, comme il y a beaucoup Mmh. de boîtes qui perdaient de l'argent, on ne peut même pas calculer ce PER. Donc oui, c'est ce qui me permet, si tu veux, de classer les boîtes par style. Quand je Mmh. dis boîte de croissance, boîte décotée, etc., c'est important pour moi, et un des critères, c'est le PER, de se dire, bah, ça, c'est une boîte décotée. Ouais. Et donc, elle a les problèmes des boîtes décotées, c'est-à-dire que c'est une boîte qui est souvent pas de bonne qualité. Et Mmh. pour moi, c'est important de le savoir. Et souvent, ces styles-là, ils bougent, ils bougent ensemble. Tu vois, Intel, qui est donc une boîte de semi-conducteurs, elle va, mais qui a un PER qui est faible, parce qu'elle a plein de défauts, cette boîte. Ouais. Ne serait-ce que ses produits, ils ont plein de défauts, donc elle vaut pas cher. Eh ben, Intel, elle va moins bouger avec Nvidia ou Qualcomm ou Micron ou peu importe. Ces boîtes-là vont moins bouger ensemble que presque avec des entreprises automobiles. Mmh. Parce qu'en fait, les investisseurs, notamment les pros, ils sont tout le temps risk-on, risk-off, et donc ils passent des entreprises Mmh. plus pépères, avec des PER plus faibles souvent, à des entreprises. Mais donc, oui, pour moi, c'est hyper important la valorisation. Et par exemple, les boîtes comme Danone, Nestlé, etc., c'est des boîtes qui sont très chères aujourd'hui, je les trouve très très chères, ou même Coca-Cola, comparées à la croissance qui est Mmh. forcément limitée dans ces boîtes-là. Donc, je ne vais pas, pour répondre à ta question plus précisément, je ne vais pas calculer précisément Total vaut 40 euros ou 60 ou 80, mais je sais très bien à peu près, ou je regarde régulièrement à peu près la valorisation de Total.
Mais oui, mais donc le PER, effectivement, ça c'est quelque chose que je regarde, mais si tu en viens pas à un jugement du type, ça me paraîtrait aberrant que Microsoft vale plus de 400 $ par exemple, l'action. Comment est-ce que tu fais pour te dire, là, ce serait peut-être un moment pour prendre mes bénéfices et pour sortir? Mais c'est là où pour moi le PER, enfin où la valorisation, elle joue, c'est qu'en fait la valorisation, elle prend les résultats et le cours de bourse. Donc ces 400 $ pour moi, ils veulent rien dire. Mhm. C'est-à-dire que si tu passes de 400 à 440, mais que les résultats aussi ont fait plus 10%, Ouais, là, ça bah, pour devient moi, surval. Ouais. c'est normal. Ouais. Tu vois, c'est la même, la boîte vaut la même chose. 400 ou 440, c'est la même chose. Elle est montée en ligne avec ses résultats. Mhm. Si après, il y a les résultats qui baissent, mais Microsoft passe à 500, bah là, je vais peut-être me dire, ouais, effectivement, Ouais. là, elle est peut-être un petit peu survalorisée. Mais toi, c'est ce que tu surveilles en fait indirectement avec le rendement des dividendes. Vu que toi, tu as l'œil Mhm. là-dessus, c'est ce qui t'a fait vendre finalement Archer Midland ou Colgate. ouais. Colgate, c'est pour ça. C'est parce que c'est pas possible d'avoir un prix qui est aussi élevé avec un rendement aussi faible. Mhm. Donc ça veut dire que c'est survalorisé. Et comme on n'est pas sur un secteur où il va y avoir une croissance infinie, ça sent pas très bon à l'avenir. Ça veut dire qu'à un moment, je vais devoir la vendre moins cher qu'au prix où je l'ai acheté, donc ça va pas. Effectivement, c'est ce genre de choses. Donc d'accord, ok. Donc tu raisonnes effectivement en termes de est-ce que c'est survalorisé ou pas. Ça te permet de la classer en termes de ça c'est plutôt pour la croissance que je laisse, ça c'est plutôt pour je vise un retournement de tendance ou alors je vise quelque chose de stable. Et s'il y a quelque chose qui devient une anomalie en termes de valorisation, c'est là que tu vas réfléchir soit à renforcer, soit à vendre. Mhm. Parce que tu vois, une boîte qui a un PER très élevé, ça veut dire que pourquoi elle a un PER aussi élevé? C'est les attentes des Ouais. investisseurs. Tout le monde s'attend à ce que la croissance soit très élevée. Très, très, très élevé, tu vois, sur Tesla à l'époque, etc. Donc, même si tu n'as pas 50% de croissance, mais 40, quand tu fais tes petits calculs, si tu t'amuses à le faire, et je le fais de temps en temps pour tester des prix de boîtes comme Tesla ou Apple, tu peux avoir des surprises. En fait, tu dis, waouh, mais en fait, même si elle a 20% de croissance pendant 10 ans, ça ne suffit pas. En fait, il faut beaucoup, beaucoup plus. Et à l'inverse, une boîte qui est totalement décotée et que personne ne veut, avec un PER de 5 par exemple, les résultats sont là, mais il faut juste que l'histoire change. Mhm. Il faut qu'elle devienne à la mode. Il faut qu'à un moment, c'est qu'une question d'histoire en fait. Mhm. Il y a les résultats qui sont là et pour 1 $, parce que c'est ça pour ceux qui sont pas très à l'aise avec le PER, je vais le réexpliquer rapidement, mais ça veut dire que pour 1 $ de résultat, il y a une entreprise qui peut avoir une capitalisation de 5 $ et d'autres qui peuvent avoir une capitalisation de 80 $. Mhm. Et c'est ça qui paraît fou quand on découvre le PER. À la fois, Ouais. ça ouvre tout un monde et à la fois, ça fait prendre de mauvaises décisions parce que Mhm. c'est un critère parmi d'autres en fait. Ouais. Et tu sais, si on rentre un petit peu dans les processus de décision, est-ce que tu aurais vendu Netflix? Donc tu vois, t'es rentré dans Netflix parce que tu te dis ça va être un acteur du secteur qui va continuer à être dominant. Bim, changement d'histoire, on se rend compte qu'il commence à avoir moins d'abonnés, etc. Et Mhm. là, tu fais... c'est divisé par deux. C'est un truc du type où vraiment le cours est divisé par deux. Une fois que tu es dans le creux comme ça, Mhm. t'avais quelque chose, je sais pas, qui valait 500 et qui vaut maintenant 250. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas avoir tendance à vendre ou est-ce que tu vas avoir tendance à te dire je vais plutôt attendre que ça remonte? Alors moi, pour te raconter mon histoire sur Netflix, elle est assez standard, mon histoire sur Netflix, parce que moi, Mhm. comme j'ai les mêmes règles depuis un moment. Donc Netflix, c'est une boîte qui naît, qui fait pas de résultats au début, ou qui en fait très peu, etc. Donc qui vaut très cher. Donc je ne l'achète pas à ses Mhm. débuts. Et je perds des tonnes, enfin, je rate des tonnes d'opportunités. Mais c'est comme ça, c'est Mhm. ma manière de faire. Ensuite, Netflix commence à avoir des résultats, etc. Et elle commence à m'intéresser. Je rentre dedans, Mhm. d'accord? Je gagne de l'argent et puis je sors, parce que je la trouve à un moment à nouveau trop chère. Donc je regrette, je regrette, je regrette. Mais c'est pas grave, je regrette pas, je le regarde plus trop. Et en fait, quand elle s'est pris l'énorme gamelle, là, donc elle s'en est pris. Il faudrait que je regarde. Elle Mais en tout a ce eu que je. deux, je crois, parce Voilà, il y a eu deux fois des résultats qui étaient inférieurs aux attentes, quelque chose comme ça. exactement. Alors je sais plus, je me crois. Alors je sais que je suis positif sur Netflix, donc je saurais pas. J'ai dû rentrer la deuxième fois. Mais tu vois, il y a un moment où je me suis dit, bon, là, pour le coup, elle devient vraiment pas chère, Mhm. malgré ses résultats.
euh, malgré ses résultats décevants, tu vois. Donc là, maintenant, la Netflix que j'ai, c'est plus la même que j'avais il y a quelques années. C'est pas, Uhum. j'attends pas une croissance de dingue. Voilà, et en plus, je pense que c'est un bon produit parce que quand je regarde avec le temps, j'avais très peur au début d'Amazon Prime ou de Disney+. Et en regardant un petit peu, notamment Amazon Prime, je me dis, c'est pas possible. C'est bien de proposer des produits pas chers, mais et Mhm. puis il y a un autre point aussi sur Netflix parce que là, on parle beaucoup de chiffres, mais Netflix, c'est une boîte qui a un management qui sait hyper bien s'adapter. Il ne faut pas oublier que c'était une boîte qui, au départ, envoyait des DVD par la poste, hein. Ouais, Donc, c'est une boîte qui sait hyper bien s'adapter. Là, ils ont fait des partenariats avec Microsoft pour introduire de la pub, faire ouais, des abonnements moins chers avec de la pub intégrée, etc. Moi, je pense que Netflix, elle peut encore bien nous surprendre. Mais à nouveau, il y a cette petite étiquette que je mets, la thèse de départ ou autre. Et pour moi, c'est très important. mhm. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été dedans lorsqu'elle s'est pris les gadins, tu vois, sur le croissance. La théorie m'aurait dit qu'il faut vendre, mais après, je suis humain et je sais que comme beaucoup de monde, je me serais peut-être raconté des histoires en me disant maintenant elle est pas chère, etc. Donc c'est très compliqué. Il y a la théorie et la Ouais, pratique, hein. Dans ce genre de cas, quand ça baisse de 30%, on est beaucoup, parce que moi je m'inclus dedans aussi, à savoir ce qu'il faut faire en théorie et à pas le faire, hein. Donc mhm. là, il se trouve que j'avais de la chance d'être sorti avant et je la rentre maintenant pour d'autres raisons, mais c'est compliqué. Et par exemple, une que j'ai qui s'est pris des beaux gadins, c'est Amazon. Ouais. Amazon aussi, par rapport à ses plus hauts, je me suis pris, bah, j'ai une belle perte, hein, mais plus grosse perte depuis le début de l'année. Je ne parle pas avant, parce qu'avant il y a des gains, heureusement, mais c'est sur Alibaba et puis Amazon, donc c'est un peu le même business model. Et, euh, et oui, je suis resté scotché dessus, sur ces valeurs-là, en me disant je ne peux pas ne pas être dans Amazon, tu vois. Mhm. Ce qui est une raison débile, hein. Ouais, ouais. Mais voilà. Ah non, moi, c'est une raison encore plus bête pour laquelle je ne suis pas sur Amazon. Mais j'ai deux problèmes avec Amazon. Un problème, c'est qu'ils m'ont envoyé une poussette pétée. Et après, ils m'ont dit, tu nous la mets dans une caisse et tu nous la renvoies, mais il n'y a aucune caisse qui est capable d'accueillir cette poussette qui est pétée car elle ne se plie plus. Donc on ne peut pas leur D'accord. envoyer de toutes les manières. Donc je suis très fâché. Et l'autre raison, c'est parce que ils m'ont bloqué de la section commentaires parce que quelqu'un avait écrit un commentaire répugnant sous mon livre et j'ai essayé de rétablir la vérité et j'ai été bloqué, j'ai été censuré pour avoir essayé de rétablir la vérité sous mon livre. Donc je suis très fâché. Je Il n'investirai t'empêche de, jamais. rép- Il Mais t'empêche de oui, répondre sur ton propre livre? mais oui. Parce que le mec m'a signalé. Le mec a vraiment dit des mensonges. J'ai dit non mais regarde, là tu t'es trompé ici, ici et ici. Ah tu me traites de menteur, signalement, il m'a insulté, etc. Et bim, je suis voilà. Donc Amazon, très peu pour moi. Alors, moi, je suis dans une relation aussi assez tendue avec une action, c'est Nvidia. Mhm. Je me suis fait hyper par Nvidia. Tout le côté Nvidia, c'est le futur. Regarde, en plus, tu as pas envie d'acheter des cryptos, mais tu peux investir dans la technologie qui permet de, etc. Je me dis ouais, c'est intéressant. Mhm. Je vais pas acheter de l'or, mais je vais acheter la mine d'or, etc. Ouais, ouais. Et et donc je commence ma relation avec Nvidia et vraiment hein, je rentre dans Nvidia, ça fait 10%, puis après plus 20%. Et je me dis mais en fait cette boîte elle est bénie, elle ne peut pas baisser. Et je continue à renforcer Nvidia, etc. Mhm. Et après j'ai vécu les territoires des moins 30%, où tu te dis ouais qu'est-ce qu'on fait avec Nvidia. Mais en fait quand je regarde les finances de cette boîte, c'est quand même bien orienté. Les finances d'Nvidia, c'est quand même une entreprise qui génère beaucoup d'argent, et c'est le genre de boîte j'ai quand même tendance à renforcer. Mhm. Quand ça baisse beaucoup, moins 30%, je me dis je l'achète un peu moins cher, et c'est pas le genre d'entreprise que je vais avoir tendance à couper, parce que pour moi l'histoire de croissance fonctionne encore. Pour Netflix, j'aurais eu plus de mal, hein. Le Netflix, pour le coup, qui passe enfin voilà, dont la valorisation est divisée par deux, Mhm. là j'aurais eu plus de mal. Parce que je me serais dit, mais il n'y a pas un réservoir de croissance infini. Il y a quand même, il y a quand même d'autres concurrents qui vont les concurrencer. Ils sont en compétition avec Disney, ils sont en compétition avec Amazon, ils sont en compétition avec quand même plein d'entreprises. Et j'aurais eu plus de mal en fait à Amazon à me dire, je change mon histoire. Ok, j'étais parti sur une histoire de croissance. Maintenant, on va plutôt être sur une histoire d'entreprise plutôt mature, rentable, etc.
là, j'aurais eu du mal à rester dans le bateau. Ouais, alors tu vois, Nvidia, c'est une boîte qui me fait envie depuis un moment et à chaque fois, je la trouve trop chère. Mm. À chaque fois, je la trouve trop chère. Là, je suis en train de regarder. Ouais, elle a toujours eu des PER au-dessus de Ouais. 50. Voilà, je parle même pas en ce moment, c'est stratosphérique. Et ça m'a toujours embêté. Et en plus, ce qui est pas facile avec ces boîtes, alors attention, j'ai plein de boîtes de semi-conducteurs, mais c'est que tu as toujours ce problème technologique, quoi. On te Mhm. dit que oui, c'est mieux, c'est plus rapide, c'est machin, mais tu Ouais. n'es jamais sûr. Et c'est là où les pros, ils peuvent payer des gens qui vont faire des recherches ou assister à des présentations parce qu'ils ont le temps, ce qu'on peut beaucoup moins faire. Et moi, c'est quand c'est mes grosses positions Mhm. que je me plonge dans l'aspect technique. Ouais. Certaines fois, tu vois, quand il faut. Sinon, je le fais pas. Et pour revenir sur Netflix, moi, ce que j'aime dans Netflix, parce que, OK, il faut du hardware pour faire tourner le contenu, parce que le contenu aujourd'hui, ça fait beaucoup. Mhm. C'est pour parler du panier de la ménagère ou, ou nos paniers de consommation, on dépense beaucoup pour du contenu aujourd'hui. Mhm. On a tous des abonnements, mais même si c'est pas Netflix, des abonnements à droite à gauche qui te servent. Et, et le contenu, c'est ça le moat, tu vois, c'est ça Ouais. l'avantage compétitif. Et moi, je suis hyper déçu par le contenu d'Amazon Prime, par exemple, où, où là où Netflix, alors ils dépensent peut-être trop, c'est ça qui fait peur aussi à beaucoup d'investisseurs, hein, c'est qu'ils dépensent énormément dans du contenu. Il y a du bon, du moins bon, mais en fait, c'est avec ce contenu qui se font leur avantage compétitif, parce Ouais. qu'à la fin, ils vont aller voir ailleurs les clients, et puis ils vont revenir là où il y a du bon contenu, que ce soit chez Disney ou chez Netflix. Et ça, c'est beaucoup plus palpable, si tu veux, que sur Nvidia. Mais ouais, je suis passé à côté pas mal sur Nvidia. Bon, de la hausse et de la baisse, hein, mais tu vois, là, typiquement, Nvidia, j'ai bien en tête, c'est la valorisation qui m'a empêché de Ouais. rentrer. Ouais, tout à fait. Si tu veux, moi, j'ai une autre raison pour lesquelles vendre qui nous emmène dans un domaine qui est un petit peu différent. C'est celui du manque d'alignement, non pas avec ma thèse financière, mais avec mes valeurs. Donc ça, Très c'est bien. peut-être une erreur. Parce que évidemment, on n'est pas là on est quand même là pour gagner de l'argent. Il faut pas avoir un attachement trop sentimental avec les entreprises qu'on a en portefeuille. Mais je peux avoir tendance à couper une position quand je suis déçu. Donc ça m'est arrivé avec UBS, je crois, quand une fois j'étais dans UBS parce que je trouvais ça chouette d'avoir une banque suisse. Et il y a des informations qui sortent dans les journaux comme quoi ils font de la rétention d'informations, ils empêchent le gouvernement français d'accéder à telle ou telle chose. Mhm. Et là, je me suis dit, ouais, quand même. Ça, si on est un peu patriote, on va sortir de ça. Donc peut-être je me suis fait avoir, mais en tout cas, j'ai senti une espèce de manque d'alignement, donc je suis sorti. Et autre exemple avec AbbVie, donc boîte pharmaceutique qui pour moi était là pour faire des médicaments qui aident les gens et qui commencent à avoir une grosse ligne de revenus qui est orientée vers le Botox. Et ça me plaisait moins. En fait, pour moi, la pharmacie, c'était pas tellement la chirurgie esthétique. Et donc, ça, c'est des raisons pour lesquelles je peux sortir. D'un Mhm. côté, je pense que c'est une erreur parce que enfin voilà, les valeurs, c'est quelque chose qui est tellement variable que est-ce que c'est avec ça qu'on fait des décisions d'investissement? D'un autre côté, je trouve que c'est assez chouette d'aimer suivre les entreprises qu'on a en Mhm. portefeuille, d'être un petit peu motivé par les choses qu'elles sont en train de produire et un petit peu ce sentiment, même si c'est un marché secondaire, de se dire je participe quand même à une aventure entrepreneuriale. Donc Mhm. le manque d'alignement par rapport à mes valeurs, si j'apprends quelque chose qui me déçoit beaucoup, je peux avoir tendance à sortir d'une position. Mais j'ai envie de dire heureusement qu'il y Ouais. a qu'on a des limites, parce que déjà qu'on est dans un monde où on parle de pognon en permanence dans le podcast. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est vrai. on parle d'argent, on est les méchants capitalistes, etc. Heureusement qu'on se met des barrières. Après, le problème en bourse, c'est que si tu mets la barrière trop bas, enfin ou trop haute, ça dépend comment tu vas, mais on va dire si tu mets la barrière trop haute, il y a rien qui passe. Mhm. C'est ça le souci, c'est que donc déjà, tu n'investis pas dans les Danone, Nestlé, toutes ces boîtes agroalimentaires, parce que tout ce qu'elles font, c'est nous faire manger de l'huile de palme, des pays, des trucs hyper industrialisés, ça nous fait grossir, ça fait du plastique, Mhm. ça fait voyager. Enfin, tu vois, tu regardes juste un pot de Nutella, il fait 3 fois le tour de la Terre avant qu'on le mange, et puis il nous fait grossir. Et puis, enfin bon, tu enlèves ça, tu enlèves les boîtes automobiles. On sait très bien, les boîtes automobiles, elles ont racheté tous les brevets possibles pour que le moteur thermique dure le plus longtemps possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, hein. Les banques, tu parles des banques suisses ou autres,
c'est pas non plus là où on va trouver le plus d'éthique. Je vais pas en dire plus parce que j'ai bossé longtemps dans la banque. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Bah, tu vois, tu parlais de Colgate, mais tout ce qui est Procter, Colgate, etc., bah, eux, c'est aussi parmi les plus gros producteurs de plastique au monde. Coca-Cola aussi, Pepsi. Donc, tu vois, le problème, c'est que après, je parle même pas de Total, Total où les boîtes, même si elles font un effort pour retourner vers à part des Albioma, des boîtes comme ça, des Neoen, Ouais, des boîtes qui sont vraiment dans le renouvelable, si tu mets la barre trop haute, tu fais plus rien en fait. Et moi, ouais, c'est quelque chose qui me pose un problème quotidien. Et même, le but de toutes ces boîtes, c'est la croissance, c'est de faire du marketing. Donc, pourquoi du marketing? Pour qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin ou pour qu'on achète plus que ce dont on a besoin. Et on sait par exemple que les boîtes comme Nestlé, elles ont, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça me choque tellement qu'elles ont fait des campagnes en Afrique pour vendre leur lait, alors qu'il y en il a avait qui pas se les valeurs ruinent pour acheter des... nutritionnelles. Voilà, exactement, alors que c'était bien moins bon que de l'allaitement maternel, tu vois, c'est quand même, c'est fou. Donc ils font du mal et puis en plus ils ont un récit qui se donne bonne conscience en mode on aide au développement, etc. Donc Mais tu c'est prends les Pernod Ricard, etc., les Diageo, donc toutes les boîtes qui sont dans l'alcool, c'est pareil. Enfin, tu vois, quand tu réfléchis trop, tu te dis c'est fou. Mais je suis content donc que tu aies quand même des barrières éthiques, tout comme moi, qui nous empêchent de rentrer dans certaines valeurs. Mais si tu veux, moi il y a un critère là-dedans qui pour moi est important, c'est le fait d'être aligné. Vraiment cette notion d'alignement, tu vois, je souhaiterais à personne de s'injecter du Botox. Mmh. Il y a ça, tu vois. C'est le fait que je préfère dire à ma femme qu'elle est jolie plutôt qu'elle ait envie de se mettre, de se transformer physiquement. Enfin, là, ça va, on est encore jeune, mais tu vois, le jour où elle va me dire est-ce que tu penses que je devrais faire machin truc, je dirais mais non, mais jamais, t'es jolie comme ça, etc. Donc je souhaiterais pas ça pour quelqu'un d'autre. Je sais qu'on me reproche souvent, mais pourquoi t'es dans Starbucks, etc. Parce Mmh. que le monde serait plus triste si quand je prends le métro à Paris, je pouvais pas prendre mon Starbucks, etc. C'est des trucs où j'aime bien aller, tu vois. Et moi, c'est vraiment cette question de un peu cynique, tu vois. J'avais déjà eu cette conversation avec des gens qui me disaient, mais attends, le Botox, c'est génial. S'il y a des gens qui sont prêts à se l'injecter, etc., c'est cool de pouvoir se faire de l'argent là-dessus. Moi, non, en fait, je n'investirais pas dans quelque chose que je souhaiterais pas pour moi-même. Et tu vois, effectivement, moi, quand je vais au supermarché, bah, je vais avoir quand même tendance à avoir plus confiance dans le dentifrice Colgate que dans la première marque de Carrefour, etc. C'est peut-être une erreur, quoi. Mais c'est pas un produit que je fuirais. Alors qu'il y a certains produits que je fuirais. Et c'est pareil pour l'essence. Moi, très bien, quand j'aurai suffisamment d'argent, j'aurai peut-être une Tesla et ce sera chouette et tout ça. Mais en attendant, bah, j'utilise de temps en temps ma voiture et je suis bien content qu'il y ait des stations Total. Donc, Mmh. je peux pas me dire, je vais commencer à vivre sans ça. Un jour peut-être, mais là, je peux Mmh. pas. Donc, il y a vraiment cette notion de, je me sentirais mal de me dire, j'investis dans quelque chose qui vend des produits à des gens que moi, j'achèterais jamais parce que je sais que c'est vraiment de la daube. Et tu vois, c'est là où les valeurs, c'est très personnel parce que moi, je suis un peu comme la personne qui disait: «Ah oui, mais les gens, s'ils veulent s'injecter du botox», parce que quand tu te mets du botox, tu sais ce que tu fais, tu vois? Mhm. Et en plus, le genre de personnes qui font ça, c'est pas les personnes qui ont le plus de valeur ou autre. Donc, je pourrais investir là-dedans, ça me gênerait pas plus que ça. Et de l'autre côté, quand on te dit que le petit déjeuner, équilibré, c'est de prendre, de la pâte à tartiner et puis avec un verre de lait et que ça, c'est équilibré, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ça me gêne plus parce que ouais. les gens, ils vont acheter ça en pensant réellement, faire une bonne action pour leurs enfants, tu vois? Et bien les nourrir et il y a plein de les gens qui sont sensibles à la pub, ils font Au des bon lait, les Kinder au bon lait. voilà, exactement, non mais c'est ça et ça, ça me gêne plus parce que les gens sont beaucoup moins conscients du mal qu'ils se font que le botox. Le botox, je suis pas Ouais. sûr qu'il y ait des gens qui pensent que c'est bon pour la santé, c'est juste qu'ils font passer l'esthétique avant la santé, tu vois? Ouais, c'est vrai, mais ça, on s'est complètement fait avoir avec les produits laitiers, hein. Mmh. Ça, c'est, enfin, on nous a martelé que c'était excellent pour les os solides, etc. Et en fait, c'est pas joli, joli. On en prend beaucoup, beaucoup trop, sans parler du fait que les vaches, ça pollue quand même pas mal, les pauvres. Mmh. Mais ouais, t'as raison. Donc mais tu vois, moi c'est pareil. Je pousserais pas Danone. Tu vois, c'est une entreprise. Pour moi, Danone c'est quand même un marchand de sucre Mmh. déguisé en pharmacie, quoi. Et Mmh. donc ça, au bout d'un moment, ça va pas très bien. Mais voilà, évidemment les éthiques, on peut varier avec, mais pour moi c'est un critère. Au moins, tu vois, je dois être capable de défendre ce que j'ai dans mon portefeuille.
Si quelqu'un me dit mais c'est un scandale, pourquoi t'investis là-dedans, bah je peux dire non mais moi j'ai ces raisons-là, t'as peut-être pas les mêmes valeurs, mais moi c'est les miennes. C'est plus ça en fait, une question de pas me retrouver avec quelque chose où je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi je suis là-dedans, et donc je peux réagir en vendant à une nouvelle où j'ai l'impression d'avoir été un peu trahi, quoi. Mais heureusement, quand ils pensent, c'est ça qui va faire que les entreprises auront un comportement plus vertueux. Parce que les marchés financiers se sont souvent fait reprocher de dire ah, mais il y a telle boîte qui annonce des licenciements et l'action monte de 10% parce que ça veut dire moins de coûts. Tu vois. Et heureusement que, je reprends l'exemple d'Orpea, désolé, mais c'est quand même pour moi le scandale français boursier qui m'a le plus frappé récemment. Heureusement que quand ils ont dit ouais, ils sortent des repas, je sais pas combien, à 1 € par personne. Heureusement que le marché s'est pas dit c'est génial, franchement cette boîte elle gère super bien les coûts. Heureusement que les actionnaires ont fait comme toi et se sont dit on bazarde ce truc-là, on veut rien avoir à faire avec ça, et c'est ce qui va faire, on peut espérer que les futurs PDG, équipes de direction aient un peu plus d'éthique, parce que je pense que l'éthique a beaucoup plus de place en bourse maintenant que dans les années 80, tu vois, les années tapis, ou je sais pas, ou Reagan, etc., où là, l'éthique, elle passait, enfin, déjà, c'était le pognon en premier, tu vois, le côté un peu Dallas. Mhm. Il m'en reste une. Donc tu vois, Vas-y. j'ai dit, je réalise que je m'étais planté, l'offre est trop belle pour refuser, trop grand écart avec la thèse de départ, ce n'est plus aligné avec mes valeurs. Et le dernier, c'est un truc que j'appelle carte de sortie de prison. Tu vois, c'est D'accord. quand t'as une entreprise en portefeuille et tu te dis, ouais, ça sur le long terme, ça va pas aller, et tu guettes le moment où ça va un petit peu s'améliorer, où ça va un petit peu se redresser, ça se redresse et tu te casses. Et donc là, j'ai eu ça avec Consolidated Edison, donc un producteur d'énergie américain, où plus je regardais, plus je me disais mais ça va pas tenir ce truc, ça va pas tenir. La dette est quand même beaucoup trop élevée, les marges sont ridicules, c'est absolument pas soutenable. Et j'ai eu de la chance qu'à un moment ça s'est mis à monter, et j'ai vendu. J'ai en ce moment une boîte dans laquelle j'attends de sortir de prison, c'est T. Rowe Price. Donc tu vois, c'est gestionnaire actif. Donc d'un côté, il y a les Ah oui, Vanguard, ok. les BlackRock. Donc je suis investi dans BlackRock parce que je considère effectivement que le monde des ETF c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Et à côté de ça, il y a T. Rowe Price, et donc ça c'est vraiment des fonds qui font des paris avec des frais de 1-2%, etc., et qui sous-performent à peu près systématiquement le marché. Et donc je suis dedans. Parce que voilà, c'est des marges exceptionnelles, c'est un dividende qui s'augmente à 2 chiffres, etc. Et donc c'est une cyclique évidemment. Et donc elle s'est fait éclater là par la guerre en Ukraine, et c'est passé quelque chose. Le cours était aux alentours de 200 et il est passé aux alentours de 110. Et j'attends que ça remonte vers mon prix vers mon prix d'achat pour pouvoir sortir de cette position. Et BlackRock s'est aussi cassé la figure. Mais BlackRock, j'aurais tendance à continuer de le renforcer parce que pour moi, c'est une tendance qui va être beaucoup plus importante que la gestion active. Et quand bien même T. Rowe Price se dirait bon, bah, je vais commencer à m'orienter vers une plus grande offre de gestion passive, ils ont tellement de retard par rapport à Vanguard que à iShares que pour moi ça va pas marcher. Donc je suis à peu près sûr, malgré tout, que bah, quand la conjoncture va se retourner, cette boîte qui est cyclique va remonter et que j'aurai une possibilité de sortir. Peut-être que je m'illusionne, parce que j'imagine que je suis pas tout seul à raisonner dans mon coin et qu'il y a pas mal de gens qui se disent cette boîte n'a pas d'avenir. Donc peut-être que je vais me faire avoir, peut-être pas, mais j'ai trop de difficultés à vendre cette boîte à perte. Donc pour le moment, j'attends une carte sortie de prison là-dessus. Mais tu vois, pour ces cas-là, alors c'est très facile c'est très facile pour moi de le dire parce que je suis à l'extérieur, mais parfois j'aimerais qu'on me le dise aussi. C'est cette somme que tu as dans T. Rowe Price aujourd'hui, d'accord? Tu as 1 000 € dedans. Si tu devais investir les 1 000 €, Ouais. est-ce que tu les mettrais dans cette boîte? Ah non, clairement pas. Tu vois, parce que ce qu'il faudrait presque qu'il se passe, c'est que l'idéal, c'est que ton courtier, par erreur, te vende T. Rowe Price aujourd'hui et te dise ah voilà, désolé monsieur Ferry, on vous a vendu T. Rowe Price, On les met où? mais si vous voulez, on vous les rachète là, on vous enlève les frais, on vous les rachète au prix où on vous les a vendus. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, écoutez, c'est vendu, je vais les remettre ailleurs. Et en fait, c'est ça qui est hyper dur en bourse, c'est qu'en fait, le prix d'achat ou le fait qu'on l'ait
deux choses différentes. Donc, le fait qu'on l'ait en portefeuille ne devrait pas jouer. C'est-à-dire que si tu as un portefeuille avec 10 000 euros et 10 boîtes, il faudrait faire comme si tu réinvestissais cet argent tous les jours, en fait. Mhm. Et c'est ça qui est fou, c'est que parfois, on ne prendrait pas la même décision. Ouais. Si notre courtier nous avait tout vendu, on n'aurait pas le même portefeuille. C'est ce nouveau portefeuille qu'il faudrait avoir, en fait. Parce que là, ce que tu fais de manière inconsciente, c'est que c'est comme si tu l'achetais aujourd'hui. Le fait de ne pas vendre, c'est comme si tu achetais, en fait. Les frais sont tellement faibles aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, les frais de la friction, c'est rien du tout. Et c'est curieux, et je me fais avoir comme toi, hein. C'est pas du tout, on est tous pareils, hein, mais on se fait avoir par le fait qu'on les possède, quoi, qu'on les ait, qu'on ait une histoire avec, en fait, c'est assez fou. C'est un bon exercice de gymnastique mentale. Effectivement, c'est une bonne expérience de pensée de se dire si c'était vendu automatiquement, est-ce que je remettrais l'argent dedans? Il y a évidemment un truc qui me retient, c'est le dividende. C'est que le dividende, jusqu'à présent, il a une croissance à 2 chiffres. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est une ligne comme ça qui permet de doper le rendement de mon portefeuille. Mais voilà, je préfère rester quand même avec ma stratégie de départ, à savoir essayer d'attendre une carte sortie de prison. Si je me plante complètement, ça voudra dire qu'il faudra que je recalibre ma stratégie, mais je me sentirais plus bête, si tu veux, aujourd'hui, de vendre maintenant et après de revoir le cours remonter, et je me dirais, non mais regarde, non seulement t'as perdu, mais en plus tu t'es trahi, et c'est plus dur à assumer, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux Voilà, dire. on coulera ensemble, T. Rowe Price. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux voir? Moi, j'ai un petit peu passé les raisons pour lesquelles je vends. Je sais que c'est un sujet que tu as développé, que tu as déjà fait des vidéos là-dessus. Est-ce que tu ajouterais des choses de bonnes raisons de vendre? En fait, quand on y pense, ça revient vraiment à cette fameuse thèse de départ. Est-ce qu'elle est toujours valide ou non? Quand on raisonne comme ça, ça répond quasiment à un peu tous les cas, sauf des cas techniques. Et qu'est-ce qu'il y a comme cas technique? C'est qu'on peut vouloir vendre pour avoir du revenu. Ça, c'est quelque chose, surtout, tu vois, toi qui investis dans des actions à dividendes pour avoir du revenu, c'est très bien, mais ceux qui ont comme optique de ne pas regarder les dividendes et potentiellement d'aller piocher dans leur portefeuille de temps en temps, ça veut bien dire qu'ils doivent vendre pour toucher leur revenu. Et si c'est trop systématique, si on arrive trop proche de la retraite, par exemple, et qu'on a besoin de son portefeuille pour vivre à la retraite, c'est pas parce que vous allez atteindre, alors le prix, je ne suis pas trop les histoires de retraite pour le moment, hein, 60, 65 ou 70 ans, on verra ce qui nous tombe dessus. Le portefeuille, en fait, il doit se transformer. Clairement, avec l'âge, c'est pas normal d'avoir le même portefeuille à 30 ans qu'à 55 ou 60 si on veut espérer de vivre de ses revenus boursiers. Donc, c'est normal aussi de ne pas être pris au dépourvu par le fait qu'il faille vendre certaines positions pour en vivre. C'est quelque chose qui doit être fait graduellement, puis mis dans des choses plus sûres. Ça peut être pour des raisons fiscales, certaines fois, mais ça c'est plus pour les comptes titres. Hein. Si on veut loquer des pertes parce qu'on a pris des gains et qu'on veut essayer de jouer comme ça du netting, en fait, des gains et des pertes. Moi, il y a vraiment un truc qui me fait fuir, mais qui me fait fuir en courant. Là, l'histoire d'FTX, bon, moi, c'est pas avec le... j'ai quasiment plus rien de toute façon en crypto aujourd'hui, mais quand il y a des histoires de fraude, en fait, comme il y a eu Wirecard, ou comme il y a des soupçons sur Solution 30 en France, les fraudes, c'est le genre de truc où ça sent pas très bon, et puis ça sent mauvais, et puis ça sent très mauvais. On croit que le pire est passé, et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, le pire, voilà, on se rend compte 10 fois qu'on aurait pu sortir plus cher que ce que ça vaut aujourd'hui. Donc moi, quand il y a ce type de choses, des fraudes, des trucs qui sentent pas très bon, ça pour moi, c'est une sortie directe. Et l'autre raison, c'est que moi, je fais de l'analyse fondamentale. Donc moi, je me base sur des chiffres pour investir. Donc à partir du moment où j'investis dans une boîte qui est très belle sur le papier, mais où ces chiffres peuvent être faux, la conclusion, elle est directe. En fait, si les chiffres peuvent être faux, c'est que je n'ai plus aucune raison d'être dedans. Donc ça m'est arrivé très très rarement, mais en tout cas, j'ai ça en tête, que pour moi, s'il y a des menaces de fraude, de choses comme ça, même à moins 20%, je sors direct. Très bien. Voilà. On a fait le tour de cette... c'est pas mal déjà.
Bon, très bien. Donc, Mmh. j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairé sur les bonnes raisons de vendre vos actions. N'hésitez pas à compléter hein, cette liste. Envoyez-nous des messages, on sera content de vous lire. Et est-ce qu'on n'ouvrirait pas la section valeurs maintenant, Xavier? Ouais, c'est une bonne idée. Juste pour compléter, enfin Je t'en pour prie. faire une mini conclusion sur la partie vente, on se rend compte qu'en fait, c'est hyper dur. Mais oui. C'est hyper dur. Non, des raisons. À chaque fois, on a un attachement émotionnel en fonction de quand on a acheté. Est-ce qu'on est en perte, en gain, en grosse perte, en gros gain même avec beaucoup d'expérience, ça reste difficile. Acheter, c'est facile. Acheter, Mhm. on est dans un beau magasin de jouets. Enfin, en tout cas, quand on aime l'investissement, moi, je vois presque ça Ouais. comme ça. On achète une valeur, ça nous plaît, et puis c'est génial. Il y a très peu d'émotions. Enfin, il y a un petit peu d'émotion, mais il y a beaucoup plus d'émotions au moment de la vente. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, c'est un très bon sujet à traiter. À mon avis, on en reparlera dans d'autres émissions. Sans problème. On verra si les choses qu'on a dites dans cet épisode, si on s'est fait avoir. Je vous tiendrai au courant de mon histoire avec Tiro Price, par exemple, avec Nvidia. On verra si tout ça a marché. Alors, est-ce que tu as quelque chose pour la section valeur? Est-ce que tu veux que je commence? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vas-y, commence, je suis curieux. Alors moi, je me suis bien amusé. Je passe beaucoup de temps à m'amuser et mon nouveau jouet s'appelle Chat GPT. Chat GPT, qui est une intelligence artificielle du projet OpenAI. Donc, je crois qu'il y a Elon Musk derrière. Et donc, un outil conversationnel. Et il y a beaucoup d'articles qui sont sortis pour nous Mhm, dire ça va disrupter les créateurs de contenu. Donc, évidemment, ça m'intéresse. Évidemment, ça m'intéresse, donc je suis allé mener quelques expériences mhm, et je lui ai demandé, bah regarde, est-ce que tu peux m'écrire un billet qui va cartonner sur LinkedIn? mhm. Et le truc bah, bug complètement, donc j'essaie de donner des instructions un peu plus spécifiques. Est-ce que tu peux me donner un, un billet sur LinkedIn avec 5 conseils de communication qui seraient tirés de la rhétorique d'Aristote? Et D'accord. là, le truc me sort effectivement une liste avec 5 conseils de communication. Et en lisant le truc d'un peu plus près, je me rends compte que non, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pourrait tirer de la rhétorique d'Aristote. Et donc, je fais une première vidéo pour dire non, mais regardez votre truc. Je pense que tout le monde s'ébahit là-dessus parce que c'est d'abord tombé entre les mains de gens qui sont dans le monde de la tech et que Mhm, quand tu lui demandes de finir le code pour créer un programme, bah, c'est absolument incroyable la compétence que ça a par rapport au temps que ça leur prend à eux. Mais mhm, quand on demande de faire du texte et que ces textes sont évalués par quelqu'un qui sait à peu près ce que c'est qu'un bon texte, c'est quand même loin de compte. Et là, levée de bouclier, il y a plein de gens qui me disent mais tu n'as rien compris, toi aussi tu vas être bientôt disrupté par la puissance de cet outil, etc. mhm. Et c'est plutôt comme ça, et c'est plutôt comme ça. Et donc je réessaye, j'essaie un D'accord. autre truc en lui donnant encore plus d'instructions. Je lui dis regarde, j'ai écrit ces 3 billets. Est-ce que tu peux m'écrire un billet sur 5 conseils issus de la rhétorique d'Aristote qui s'inspirerait de mon style? Et là, effectivement, ça fait quelque chose qui est un petit peu plus élaboré. Il y a certains accents qui ressemblent un petit peu à des choses que je pourrais faire, mais je me rends compte que le résultat est quand même très 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 loin de quelque chose que je pourrais publier. Et Mhm, donc, ça m'a évoqué certaines réflexions sur ce que c'est que la différence entre la science et l'artisanat. Et donc, si tu veux, pour moi, il y a des domaines dans lesquels c'est possible de changer le savoir en des règles qui sont faciles à mettre sur le papier et qui pourraient être ensuite suivies par un programme. Et il y a d'autres domaines où, pour le moment, ça me semble encore un petit peu plus lointain. Et donc, en mhm, tout cas, dans tout ce qui concerne la création, la capacité à faire un texte qui non seulement est censé, mais qui aussi est intéressant pour ceux qui vont le recevoir, on est quand même très loin de compte. On est quand même très loin de compte de quelque chose qui est capable de créer une pensée et une écriture qui est véritablement originale. Et mhm. d'un autre côté, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, au cours des dernières années, ont été surpris par les progrès de ces machines-là. Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension de mon sentiment que je suis intouchable qui est liée en fait à une espèce de subjectivité qui fait que en pratiquant mon travail, je me dis mais je mets tellement d'énergie, de choses subtiles à l'intérieur que c'est absolument irreproductible par quelque chose qui serait une machine. Mhm. Mais la vérité, c'est que l'output
est finalement pas si différent de ce que pourrait faire une machine. Et si on attend encore un petit peu, bah, la différence sera finalement assez ténue. Et donc c'est avec ces réflexions que j'ai terminé ma première expérience avec cette intelligence artificielle. Pour moi, c'est un sujet qui est super intéressant à suivre, mais c'est un sujet qui me travaille depuis longtemps. Et c'est un sujet qui m'a poussé à investir. Parce qu'assez tôt dans mon parcours, je me suis dit, mais regarde, ta discipline est quand même assez obsolète. Est-ce que les gens auront encore besoin de gens qui manient l'art du discours, des gens qui sont passionnés de la littérature, dans un monde où les gens auront de moins en moins de temps pour digérer des longs discours, etc. Et le fait de me dire que ma compétence pourrait être un jour disruptée, ça me motive à participer à d'autres aventures entrepreneuriales que la mienne, ça me motive à investir, et donc bah voilà, peut-être qu'un jour il y aura des intelligences artificielles qui seront aussi puissantes que nous pour créer du contenu. Dans un premier temps, ça va être très intéressant parce que ça va pouvoir nous pousser à nous interroger sur mais finalement où se situe ma spécificité, et si un jour on se rend compte qu'on a finalement plus de spécificité, bah je le ferai pour le plaisir, et bah, je bénéficierai de l'argent que je pourrais récolter en investissant dans les boîtes qui créent ceux qui ont voulu nous disrupter. Mais tu vois, moi, je trouve que, au contraire, de voir ce qu'est capable ou n'est pas capable de faire l'intelligence artificielle, ça montre le génie humain, en fait. Mmh. C'est que ça me fait penser, tu vois, à l'invention du tracteur. On s'est dit, bah, il y aura plus de travail pour l'être humain. La calculatrice arrive, bah, faut surtout pas que les élèves utilisent la calculatrice, ils vont devenir débiles et très mauvais en maths, comme si une calculatrice allait remporter la médaille Fields, tu vois ce que je veux dire? Et tout est toujours comme ça. Et petite anecdote, moi quand j'ai quitté la banque et que je me suis lancé un peu dans l'immobilier, mais je voulais une petite activité à côté, j'ai regardé la rédaction de contenu Mmh mh. avant de faire les vidéos avec Zone Bourse. Je me suis dit: «Je vais écrire des articles financiers» et j'ai regardé un petit peu le monde de la création de contenu écrit, et en fait, je me suis aperçu que tu avais, toute une échelle de prix et de qualité qui commence à, je sais pas, peut-être 5 centimes le mot, si ça te parle, jusqu'à peut-être, je sais pas, admettons 50 centimes le mot. Après, il y a des, je veux dire, si tu fais un rapport McKinsey à l'Élysée, on n'est pas Mmh. là-dedans, hein. Je parle, tu écris, on va dire, un article pour un blog, un classique, ou pour un site internet. Et je me suis aperçu que, oui, si on te demande, par exemple, un article qui va décrire les spécificités fiscales du PEA, du compte titre, de l'assurance vie, etc. Ça, aujourd'hui, ça vaut vraiment pas cher. Quelqu'un te le fait pour vraiment pas cher. Et tu vas sur des sites comme rédacteur.com, etc., mais ne t'embête pas à l'écrire. Paye quelqu'un 5 Mmh. centimes le mot pour t'écrire ça. Et ça va être disrupté par l'intelligence artificielle. Décris-moi les différences entre le PEA, l'assurance vie et le compte titre. Et Mmh. il y a suffisamment de sites internet, Wikipédia, peu importe, pour qu'il te trouve ça. Mais va faire le contenu que toi et moi on fait, va faire un parallèle entre une victoire que, je sais pas, un champion d'échecs a fait, avec un parallèle avec la bourse, tu vois ce que je veux dire, ou la rhétorique. Et ça, pour moi, on en est à des années-lumière. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de te dire, bah oui, en tant que créateur de contenu, n'explique pas ce que c'est qu'un PEA. C'est à la part, tu vois, n'importe qui peut le trouver en 3 secondes. C'est pas intéressant. Il faut aller au niveau 2. Et si l'intelligence artificielle arrive à niveau 2, il faut aller au niveau 3. Tu vois. Et par exemple, si la rhétorique arrive à être maîtrisée par l'intelligence artificielle, on va tellement en être abreuvé que ça va nous saouler, ce sera plus efficace. Et il faudra, tu vois, passer au niveau d'après pour retoucher les gens. C'est Ouais. ça le truc. Si c'est tout comme les vidéos YouTube, si tout le monde s'en met à faire des parfaites et que tout le monde a le même truc, il faudra passer au next level qui fera qu'on touchera les gens. Mais l'être humain sera toujours en avance sur la machine. T'es d'accord? En fait, moi, ce que j'en comprends, c'est que effectivement, quand on lui demande de générer un texte, donc en lui disant, regarde, inspire-toi de ça, écris-moi un texte là-dessus, l'intelligence artificielle va taper dans les tonnes de Mhm. données qui lui ont été soumises pour qu'elle puisse développer ses compétences. Mais une fois que ces intelligences artificielles seront connectées à Internet, donc ça veut dire qu'elles pourront se nourrir immédiatement de tous les contenus qui sont publiés en ce moment. Comment est-ce que tu vas faire la différence entre, tu vois, pour un public donné? Donc le public donné va pas se dire non mais c'est pas original parce que c'est une combinaison de ces 3 textes qu'on a vus ici en anglais, ici en arabe, ici en indien à telle et telle époque.
Non, le texte va avoir l'air bien fichu, il Mhm. va avoir l'air bien construit, il va avoir l'air suffisamment original. Et je pense que ça, c'est des choses dont les paramètres peuvent être identifiés. C'est original, ça veut dire que dans la situation X, tu vas faire Y plutôt que Z, etc. Donc j'imagine qu'avec une masse de données, on va être capable d'identifier ce que c'est que l'originalité, ce que c'est que l'humour, ce que c'est que... Je pense qu'il y a plein de choses qui vont être capables d'être extraits. Je pense que les humains ont une capacité très puissante, une fois qu'il y a un pattern qui est connu, de Mhm. commencer à jouer avec ce pattern pour s'en affranchir, etc. Mais même ça, j'ai quand même l'impression que ça pourrait être, ça pourrait être traduit en quelque chose qui s'exécute de façon automatique. Plus ça va, plus je me dis que les zones qui vont rester les nôtres, c'est au niveau de l'interprétation. Donc imagine que l'intelligence artificielle te fasse un super pitch de vidéo, bah, tu vas être capable de l'interpréter avec la bonne relation que tu as avec ton public, avec le bon ton, avec la Oui, ça connexion. peut aider. Ouais, Ça peut mais ça aider. reste quand même un secteur qui est assez minime. Et ouais, ça va être très intéressant de réfléchir Mm. à où est la spécificité humaine. Mais tu Avoir vois, si l'idée du c'est si sujet. c'est trop léché, si on nous écrit des scripts de vidéos, ben, on va aller de plus en plus comme on a fait aujourd'hui, parce que ce qui intéresse les auditeurs, j'imagine, c'est aussi entendre le problème que tu as eu, avec, T. Price, tu vois? Ou entendre que Ouais, moi, bien que je sois dans la finance depuis 20 ans, ça m'arrive encore d'acheter Renault sur un coup de tête, alors que c'est une valeur que j'aime pas, un secteur que j'aime pas, et cetera. Oui, ouais, ça m'arrive, et ça, voilà, c'est ça aussi qui est, ouais, tu vois? Et plus on va aller vers ce truc bien léché, plus, bah, il va falloir mettre du perso dedans. ouais. Et je pense que sans intelligence artificielle, c'est ce qui s'est passé avec la télé. C'est que la Mm, télé des années 90-2000, c'était trop bien léché, c'était trop costard, c'était trop mhm. Michel Drucker. Et à un moment, trop Michel Drucker, Claire Chazal, etc. Et à un moment, les gens, et moi le premier, on en a ras-le-bol de Claire Chazal et de Michel Drucker, même si c'était bien pour une époque, et on a envie de plus de spontanéité, de formats différents aussi, d'être surpris. Et il y a une disruption qui a été faite par les réseaux de la télé, et il y en aura d'autres, des disruptions, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui sera leader là-dedans. Ce sera un outil pour les Ouais. créateurs. Pas plus, ça va pas remplacer les créateurs, ce sera un outil. Comme Word a remplacé comme la correction orthographique nous aide. Mais tu vois, vraiment jouer avec les cadres, ça me paraît pas impossible à formaliser, hein. Mm. C'est regarde tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, prends-en le contre-pied, ça me paraît pas. Par contre, là où tu as un point qui est très intéressant, c'est que tu vas pas avoir une intelligence artificielle te dire ouais, l'autre jour j'ai ouvert telle piste et ça a foiré, la honte, etc. Alors que ça, c'est une partie du contenu qui est quand même intéressante, mais c'est pas c'est du contenu à valeur humaine ajoutée, mais c'est pas Mhm. tellement du contenu à valeur intellectuelle, créative ajoutée. Donc mais ça va être très intéressant et c'est pour ça que moi je joue avec ces outils parce que je suis très sensible à finalement qu'est-ce qu'un humain et Mhm. qu'est-ce qui va être réductible. Et Mhm. là, je recommande un livre qui est quand même très intéressant qui s'appelle Ce que c'est la main de Richard Sennett. En anglais, ça s'appelle, je crois, The Craftsman. Et il a travaillé sur, tu sais, quand le point de départ de son livre, c'est quand on a essayé de réformer le système de santé en Angleterre, où il fallait pouvoir mettre tous les actes médicaux dans des ordinateurs. Il fallait être capable de dire, voilà, au cours de ma journée, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Et les praticiens se sont rendus compte que, mais il y avait d'autres choses dans leur journée. Il y avait des choses qui sont des actes qui vont aider le patient, Mhm. mais qui ne sont pas formalisables en termes de je coche des cases, etc. Et donc la question, c'est quelle est la partie de nos actions qui peut être formalisée et donc réexpliquée, réenseignée, etc. Et quelles sont la partie de nos actes qui sont importants, mais très difficiles à communiquer et à formaliser. Et je trouve ça très intéressant qu'on soit aujourd'hui confronté à ce Mhm. genre de choses. Et ça arrive vite quand même. C'est arrivé très rapidement C'est dans la vrai. finance où Mhm. effectivement les traders ont été assez rapidement remplacés par des algorithmes, mais que ça arrive aussi vite dans les activités créatives. Donc pour le moment, je me marre avec ces trucs-là quand je Mhm. vois la qualité des textes qui produisent. Je me dis, mais les gars, enfin, vous êtes loin de compte. Mais bon, Et est-ce qu'on va pas être... concrètement, il faut un compte. C'est Non, quoi? tu tapes chat GPT. Mhm. Donc et tu vas pouvoir commencer à réfléchir avec ça. Moi je l'ai utilisé un petit peu parce que je suis en train de préparer une vidéo sur la propagande et Mhm. c'est très puissant.
Tu lui demandes définis-moi la propagande, ça te donne une définition. Tu lui dis je trouve que ton truc c'est un peu générique, tu peux lui parler n'importe comment. Je trouve que ton truc c'est un peu générique, est-ce que tu peux faire des choses qui sont un peu plus originales? Bim, tiens là dans ce que tu me dis, il y a une contradiction par rapport à ce que tu m'as dit avant, est-ce que tu peux développer ça? D'accord, tiens dans ce que tu me dis, je trouve que j'arrive pas à faire la différence entre ce que serait de la propagande et ce que ce serait simplement de la communication politique. Et il te dit oui tu as raison, on pourrait insister plutôt là-dessus, etc. Enfin c'est impressionnant. Pour en termes de dialogue, en termes de création pure, bah faut un petit peu plus l'orienter. Sinon il y a des sécurités qui se mettent en œuvre pour pas faire ton travail à ta place. Mais t'as l'impression que ça en a tellement sous le pied que vas-y, va jouer avec ça. Dans le domaine de la finance, j'avais essayé avec une intelligence artificielle précédemment pour essayer de lui faire des vidéos sur ma 3e chaîne où je lui disais fais-moi le script d'une vidéo sur 5 actions à dividendes, etc., dans lesquelles investir. Et donc ça, il te le fait très facilement, tu vois. Il te fait très facilement un script avec lequel tu pourrais t'amuser. Tu peux même lui demander des trucs du type est-ce que j'ai intérêt à investir dans Microsoft ou dans machin truc. Faut faire attention au wording parce qu'à des moments, il va se mettre en mode je ne donne pas de conseils d'investissement, etc. Ah oui. Mais tu peux quand même y aller, tu peux quand même t'amuser avec ça. Ok, excellent, j'irai voir. Bon, et toi, raconte-nous. Moi, ça va être un peu plus rapide et ça va pas toucher tout le monde, mais ceux que ça va toucher, ceux que ça ne touche pas, c'est en gros ceux qui n'ont pas d'enfants, gardez quand même ça en tête. C'est une BD, comme toi tu avais fait la dernière fois, mais qui est très spéciale. C'est en fait une BD qu'on m'a conseillée la semaine dernière, une amie qui m'a conseillé. C'est une BD pour aider les enfants, donc elle s'appelle La BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser. Géraldine Bindi et Mathieu Roda chez Casterman. Et en fait, ça me paraît assez fou. Alors, j'ai pas testé avec un énorme succès sur ma fille parce que c'est sous des dehors de BD, en fait, c'est assez sérieux. Mais en fait, c'est comment avoir des bonnes habitudes, comment bien utiliser son temps. C'est faire des to-do list, comment se concentrer, comment installer son bureau pour bien se concentrer, gérer les progrès quand on est moins bon que les autres. Est-ce qu'il faut se comparer aux autres ou pas, être content de soi, pas tout faire en même temps, faire les choses les uns après les autres. Et ce côté efficacité, je me dis en fait ce serait fou. Moi j'ai appris plein de choses, mais pas à 20 ans. Il y a plein de choses que j'ai appris à 30 ans. Souvent pour bien gérer mon temps, bien faire des to-do list, même moi à 20 ans, je me dis j'aurais pu être bien plus efficace dans mes études, par exemple, si on m'avait bien appris à travailler, à bien gérer mon temps, même à être efficace. Comment tu sais, tu as plein de techniques maintenant, les Pomodoro, tu te concentres pendant 45 minutes. Moi, j'ai pris du temps à me connaître et à savoir comment j'arrivais à me concentrer, à faire du deep work, comme on dit maintenant, pendant 40 minutes, à être hyper efficace. Et j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Et je me dis, cette BD, bon, je pense, ça demande à être fait avec l'enfant. Tu ne peux pas lui laisser et puis ça va devenir une bête de travail. Mais je me dis, si tu arrives à faire acquérir à un ado, ou idéalement plus jeune, des techniques de concentration, de gestion du temps, de gestion de ses émotions, etc., ça peut aider, mais d'une manière de dingue, tu vois. Parce que c'est des skills qu'on acquiert en général soit si on a du bol lors de son premier emploi. Alors oui, dans des écoles de commerce, ils vont bien t'apprendre les trucs, etc. Mais c'est souvent au boulot, quand tu es submergé de choses, que tu te dis, bah là, il faut que j'apprenne à déléguer, à faire, enfin bon, bref, on te donne des techniques. Mais ça m'a allumé un petit truc en me disant, bah, si j'arrive quand même à faire passer des messages d'efficacité à un jeune enfant et que ça l'aide pendant les études et pas seulement le monde du travail, ça peut être puissant. Donc, je vais voir. Je vais essayer de mettre ça en pratique pour voir si ma fille fait Polytechnique. C'est pas du tout mon but en plus. Je suis pas du tout. Pour aller challenger les Arnaud, là, ça fait trop longtemps qu'ils sont en haut de leur perchoir. Je suis pas du tout dans ce mode-là. D'ailleurs, mais voilà. C'est à partir de quel âge ? Écoute, il n'y a pas vraiment d'âge, mais en fait, je pense qu'il faut quand même de la maturité. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en primaire, c'est bon. Et je pense qu'avec quelqu'un qui est... il faut vraiment... Avec l'enfant, tu peux t'arranger, mais je ne vois pas quelqu'un en primaire faisant des to-do list. C'est là où, pour moi, il y a un petit... Pour moi, ça, c'est des choses à appliquer au collège. Mais le côté BD, je me dis, est-ce qu'au collège... T'en as pas un peu, tu vas, on va dire 6e, 5e, pour moi, c'est le top. T'es encore, le côté BD, ça peut passer, mais tu vas pas arriver avec quelqu'un en 3e en lui disant, en ce moment, tes résultats, ils sont pas top, je vais te faire lire une BD pour que tu sois plus efficace. C'est là où il y a peut-être un petit gap, c'est que c'est peut-être un poil trop
sérieux pour le côté dessin BD. Mais je pense si on rate pas le slot, je pense qu'il y a un côté peut-être ouais, CM1, CM2, 6e, 5e, où ça peut peut-être faire la différence pour des enfants qui ont du mal à se concentrer, qui sont brouillons, voilà, qui n'arrivent pas à se motiver pour faire leurs devoirs, ou qui ont des problèmes aussi dans un milieu compétitif avec leurs amis, les amis qui sont meilleurs qu'eux, etc. Je pense que ça peut être un bon support pour aider. Ouais. Ah ouais, ouais, mais je suis en plein dans ces réflexions-là. Pour moi, il y a un truc qui est difficile, notamment pour nous qui sommes créateurs de contenu, c'est de terminer sa journée. Tu Ah, vois? Tu termines ta journée et tu te dis: «À partir de maintenant, je mets mon cerveau sur off et je suis consacré à ce qui est, important pour mes enfants». mmh. Et j'ai souvent une espèce de petite voix qui me dit: «Non mais regarde, il s'est passé ça, regarde, il s'est passé ça» et cetera. Et «C'est incroyable, tu es en train de te faire larguer dans la dans la course, machin truc» et cetera. Et très difficile de faire taire cette voix Mmh. et de se dire: «Non mais maintenant ce qui compte c'est d'être avec les enfants, c'est les histoires qu'ils rapportent de l'école, c'est les choses qui sont importantes pour eux, c'est leur petit monde» et cetera. Mmh. Donc j'essaie vraiment de me forcer toujours à me relancer là-dessus, mais c'est vraiment c'est difficile. Et je pense que c'est difficile d'exiger aux enfants d'être concentrés et d'avoir de l'attention, alors que c'est si difficile pour nous, tu vois. Mmh. Donc t'as raison de te focaliser sur ces problématiques-là, parce qu'il va y avoir du travail à faire, et je pense qu'on le fera d'autant mieux qu'on le fera ensemble avec eux, qu'on Mmh. donnera l'exemple et qu'on essaiera que ce soit un petit truc sur lequel on travaille ouais, en duo. Super, parfait. Très bien, ben, on va ouvrir maintenant notre section interview finance pour poursuivre de poser nos questions à Alexis Nack.